Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous dire un petit peu tout ce qu'il se passe de croustillant et d'intéressant avec une pointe de fondant, donc dans le monde des comics et de leurs dérivés sur les écrans. Voilà, on est sur de la rime poussée et soutenue. Exact. Pour un podcast qui sera décidément très poétique, je vous le parie. Et à Paris, c'est bien là où nous enregistrons. Et Corentin, tu es avec moi. Ça va ? Ça va très bien, je te remercie. Je vais te couper tout le temps. Oui, c'est un petit peu dur, je pense, pour écouter quand même. C'est un exercice pour ton cerveau, Arnaud. Tu vieillis, il faut que... Oui, mais alors mon cerveau... c'est moi. Non, mais mon cerveau, c'est très bien, mais moi, je pense surtout à ceux de nos auditeurs et auditrices qui, eux, veulent une émission quand même... Ils adorent ces interactions vivantes et dynamiques. Je pense que ça... Coupe Arnaud. Non, je pense que justement, ce n'est pas très agréable. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et justement, on profite toujours des débuts, enfin non pas toujours, mais on essaie de profiter toujours des débuts de podcast pour vous rappeler que si vous appréciez ces émissions, eh bien, le plus important pour continuer à en voir et à en écouter, c'est de soutenir le podcast. Vous le savez, c'est un message un petit peu bateau, mais ça reste toujours aussi important. Donc, si vous appréciez de nous retrouver régulièrement, que ce soit pour les front pages, pour les interviews et tout le reste, eh bien, vous pouvez partager les émissions sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Blue Sky, si vous y êtes allé, sur Insta, sur Snap, sur TikTok, je ne sais quoi d'autre encore. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Si quelqu'un, à un moment, vous voyez quelqu'un dans le métro en train de lire un comics, vous lui tapotez sur l'épaule, lui fait « Hey, tu aimes bien les comics, toi? Eh bien, j'ai un podcast super sympa, proposer d'écouter. » Et alors, le monsieur, il va forcément se retourner, ou la madame, il va faire « Mais t'inquiète, moi, en tant que vrai lecteur de comics, je connais déjà First Print, voyons. » Et ensuite, vous deviendrez meilleur ami pour la vie. Oui, et c'est comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on apporte du bonheur. C'est comme ça que j'ai rencontré Arnaud, hein. Il m'a tapé sur l'épaule. Oh, je connais de ces planètes, vas-y, viens écrire pour nous. Et j'ai dit, oh là, c'est qui ce garçon? Et du coup, j'ai eu peur et j'ai accepté. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et donc, l'autre façon de nous soutenir également, c'est le Tipeee, qui est ouvert tous les jours. Vous pouvez donc nous aller sur la page et nous soutenir, que ce soit de façon ponctuelle ou plus régulière, pour voir un petit peu sur le long terme. Et on remercie toutes les personnes qui sont présentes avec nous tout au long de l'année depuis 3 ans maintenant. Et un petit merci particulier au dernier donateur, Raphaël TMNT21, Émilie, que l'on salue, et Calendo. Voilà, merci à vous pour votre contribution, et merci aux 130 autres personnes qui sont également de la partie. Ceci étant dit, Corentin, on va pouvoir commencer à faire le débrief de cette fameuse actualité comics. Et avant tout ça, un petit point sur Saint-Malo. Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui n'y étais pas? C'était plutôt cool, j'ai trouvé. Surtout le prix de la bouffe et les tempêtes venteuses. Sinon, la Bretagne, ça vous gagne. Le chouchen, le cidre brut, ainsi que les crêpes au froment. Attention, pas de crêpes sarrasin par chez nous. Des galettes, d'ailleurs. Oui, bon, écoute. Non, parce que les Normands nous contestent les galettes. Donc, voilà, les mouettes, ainsi que le périgueux et les danses traditionnelles. La cornemuse, qui est celte. Et les trisquelles, évidemment, qui ont été reprises par les nazis, quand même. Donc, attention. Très bien. Eh ben, c'est un bon résumé du festival, mais sinon, sinon, vu que moi, c'est vrai qu'on nous a demandé de faire un retour ou un débrief, et j'aurais bien aimé pouvoir faire un débrief avec toi, sauf que tu n'es pas venu finalement, et donc j'étais un peu tout seul. C'est moche que tu fais. Hein? C'est moche que tu fais. Non, mais je suis pas venu pour des raisons monétaires. Et oui, non, mais je veux dire que c'était pas volontaire, et que il me semble qu'on en avait parlé dans un précédent podcast, et que je sais plus si on avait dit qu'on y allait tous les deux et qu'au final ça avait changé de point et tout ça. Mais en tout cas, de ce que je peux vous en dire, c'est toujours un festival auquel moi je vous invite à aller, que vous soyez fan de comics et de BD de façon générale. D'ailleurs, il s'était même ouvert à une bulle manga cette année. Forcé de constater que ça s'ouvre un petit peu partout. Alors c'était vraiment plus des stands un petit peu vraiment juste de vente de manga par les éditeurs, mais il y avait quand même aussi des artistes à inviter, puisque des artistes français, puisqu'il y a pas mal de pans de French manga qui se développent maintenant. Enfin, des artistes qui font du French manga, il y en a depuis longtemps. Comme Le Maire, comme Tony Valente, et aussi maintenant en fait avec Vega Dupi, il y a pas mal de nouveaux titres, et Kana, de nouveaux titres qui se développent, et donc c'est ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir des artistes sur place pour signer pour dédicacer cette production. Beaucoup de franco-belges évidemment. Je pense que ce qui marque le plus quand tu vas dans la grande bulle enfin dans le grand hall de Quai des Bulles, sachant que à l'inverse d'Angoulême, déjà ce qui est super agréable, c'est qu'en fait il y a que 2 endroits, t'as
l'immense bulle, on va l'appeler comme ça, et aussi juste à côté une sorte de centre où c'est là que sont organisées les conférences et les expositions. Donc vraiment, t'as pas besoin de marcher une demi-heure pour aller d'un point A à un point B. Tu peux tout faire en un seul coup. Et donc, ce qui marque vraiment, c'est que en fait, t'as énormément de maisons d'édition dont t'as jamais entendu parler, puisque il y a une partie en fait qui sont des maisons d'édition très souvent en circuit court, qui proposent même pas forcément leurs bouquins dans des librairies, mais seulement sur les festivals en fait, sur les stands ou en direct avec les clients. Et en fait, ça permet de voir plein de choses. Moi, j'ai découvert notamment une association, enfin un collectif, alors qui s'appelle Time Travel quelque chose, c'est TTT Prod, qui sont des artistes en fait, un collectif d'artistes nantais, qui font à la fois une sorte de magazine de bande dessinée, mais aussi une anthologie. Je te montrerai, que tu verras. Ça fait très très métal hurlant un petit peu dans l'esprit, quoi. Et notamment Petit Rapace qui est au label 119, qui a fait une histoire dedans, mais et pas mal d'autres gens. J'ai vu Alag, son nom de famille c'est Alag, elle a fait une BD chez Kinaï. Oui. Mais je sais plus si c'est Noémie ou Amélie, donc j'ai trop, ou un autre prénom, j'ai trop peur de me tromper, mais en gros voilà, plusieurs artistes qu'on a déjà vu en fait chez d'autres maisons d'édition qui ont participé à ce collectif. Il y avait Assain qui faisait une couverture pour l'un des numéros, et donc voilà, enfin ça c'était vraiment cool. Et puis du côté comics, il y avait quand même pas mal de gens présents. Il y avait 404, il y avait Comics Initiative, il y avait Bliss et Akileos, il y avait Kinaï qui était également là. Et même si je n'ai rien le droit de vous dire, il y a eu pas mal de discussions et il y a quand même des très 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 belles choses qui se préparent du côté de ces structures-là. J'allais dire notamment, je vais pas aiguiller forcément les choses, mais bon voilà, ce qui est. Mais que se passe-t-il? Oui, mais voilà, en ce moment où sur les réseaux on a pas mal de discussions un peu déprimantes sur l'état du marché, sur le fait que ça va pas, qu'il y a rien qui se vend, je sais pas quoi. C'est une façon de voir les choses aussi. Moi, je pense que, et je l'ai déjà dit sur les réseaux aussi, que c'est pas à partir d'un score de vente d'une semaine, sans prendre tout le contexte autour, en fait, que tu peux faire un tableau général sur la situation d'un marché. Toujours est-il qu'il y a l'important, c'est d'essayer de voir en fait qu'est-ce qui est bien aussi. C'est sûr que si tu ne concentres que sur ce qui marche pas, en fait tu vas juste arrêter et faire autre chose. Mais il y a des choses très chouettes qui se préparent du côté il y a des créations, il y a des acquisitions de licences, il y a plein de choses voilà qui arrivent. Donc très très hâte de vous en parler dans les prochains mois avec First Print et Comics Blog. Et il n'y a pas Blacky qui a gagné un prix? Si, Guillaume Saint-Jean, effectivement, qui a été récompensé du prix coup de cœur pour Frontier. Et donc ça, on le salue bien bas. Ça fait très très plaisir, évidemment, de voir Frontier récompensé. Première de peut-être d'autres récompenses, sachant que l'album, il est aussi nommé dans les prix Fnac BD France Inter, à voir s'il arrivera au moins à aller chez les finalistes. Puis après, pourquoi pas à Angoulême. Enfin, on se doute qu'il aura au moins une sélection quand même à Angoulême. Ça me paraîtrait bizarre qu'il y en ait pas une. Et ma foi, on espère qu'il y en aura d'autres, effectivement. Voilou. Donc ça, c'est un peu pour le débrief de Quai Début. L'année prochaine, ça aura lieu de nouveau en octobre aussi. Et merci aussi aux 2-3 personnes que j'ai pu croiser sur le chemin. Ce monsieur qui, je crois qu'il s'appelle Romain, qui m'a demandé une dédicace dans un Billionaire Island. Ça faisait longtemps. Le running gag. Ouais, toujours le running gag, très bien. Surtout, pour la première fois, j'ai dû me faire, tu sais, parce que je fais toujours mes petites caricatures de moi-même, sauf que là, du coup, j'ai fait pour la première fois avec les lunettes et les cheveux longs, et du coup, c'était plus dur. C'est vachement plus dur à dessiner. C'est vrai que t'as la coupe de Big Boss maintenant. Oui, c'est vrai, effectivement. Et aussi Mills, qu'on salue bien bas, donc Mills de la cave du Mills, qui est vidéaste sur YouTube. On vous invite à aller regarder ses vidéos parce qu'il se défonce à chaque fois pour faire des contenus bien rythmés, où il parle bien des BD qu'il aime, avec beaucoup de focus sur l'indépendant, donc qu'on a pu croiser également au détour d'un bar et que l'on salue aussi. Voilà, maintenant pour l'actualité en tant que telle, il n'y a pas trop de VF en ce moment. Il y a eu quelques annonces de la part de certains éditeurs, mais bon voilà, le Ghost Rider de Stephanie Phillips, c'est pas non plus un truc incroyable, et c'est pas incroyable, c'est vrai. Et le Venom Lethal Protector 2. C'est pas non plus incroyable. Voilà. Après, ce qui est un petit peu chiant, c'est que voilà, les éditeurs de mainstream sont tributaires de la qualité des productions en VO. Et en ce moment, en tout cas particulièrement en 2023 du côté de chez Marvel, vraiment, faudra faire un point à la fin de l'année sur tout ce qui est sorti, qu'est-ce qui était bien, parce que je trouve vraiment que le ratio comics cool ou passable versus comics juste mauvais, à mon avis, il a pris un tournant qui est assez inquiétant, et je pense que le constat peut être fait de façon générale. Mais voilà, cette semaine, c'est vrai on pourra même en faire un back issue, puisque on pourrait faire plus de back issues VO en tout cas, puisque de toute façon avec les Chroniques Express qu'on a relancé sur Comics Blog, il y a de la matière maintenant, mais on sort de la lecture du Captain Marvel 1 là de Alyssa Wong et Ran Bazaldua. Putain, faut pas faire ça, quoi. Oh là 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 là, vraiment. Et encore une fois, ça prouve bien que les Stormbreakers, c'est juste
n'importe quoi. Arrête de faire ton focus sur Stormbreakers. Ça suffit, c'est vraiment juste un truc qui a été créé pour pousser de la variante et justifier des programmes de variante inutiles. Voilà. Mais ceci dit, je voulais apporter un peu de positivité. Le Captain Marvel de JMS, le Captain America de JMS, il est super bien. Le Immortal Thor de Halloween, il est super bien. Il y a à bouffer chez Marvel, il y a pas de souci, mais comme d'hab, c'est une question de proportionnalité. Ouais. Donc, du côté de Marvel, justement, je sais pas pourquoi je l'ai mis en premier en plus que d'habitude le mainstream je le mets en dernier, mais voilà, c'est vu que c'est un truc un petit peu à part, juste le fait qu'il y a une collaboration qui a été annoncée entre Marvel et Wizards of the Coast pour justement le jeu de cartes Magic The Gathering. Corentin, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu jouais aux cartes Magic quand tu étais au collège? Pas du tout. Non, j'ai pas goulé sur les cartes Magic. Je sais pas si le terme s'applique pour les cartes aussi, mais non. En fait, voilà, c'est la fin de ma réponse, Arnaud. Ok. Donc, tu as posé ton micro, mais... Ouais, j'allais dire, putain, je pensais pouvoir avoir un long... Toi, t'as goulé, du coup. Ah, j'ai goulisé de ouf. Les cartes Magic, moi, dans mon collège, c'était le feu de Dieu, quoi. En fait, il y a une première période où tu les collectionnais, où tu faisais juste des échanges en fonction de si elles étaient rares ou pas, et en fonction d'un truc, si les dessins te plaisaient ou je sais pas quoi. Puis après, on a appris que ça se jouait. Et là, c'était un tout autre délire parce que du coup, il fallait acheter des cartes avec des boosters pour améliorer son deck. Il y avait les extensions. Nous, on a vécu les extensions qui sortaient aussi. C'était Carnage à l'époque, ça s'appelait. Où voilà, on découvrait, donc c'était nouveau. Il y avait des nouvelles extensions tous les 3 mois. On avait des bouquins aussi. On a découvert qu'il y avait des bouquins qui existaient parce qu'il y a tout un lore qui se développe avec ça. Des bouquins qui ne sortaient que en anglais. Donc moi, je me rappelle que j'avais essayé d'en lire un. J'ai rien compris. J'étais en 5e. Je savais que je comprenais rien, mais je m'efforçais quand même de le lire pour faire genre, je le lisais. Il y a un narratif quand même dans le... Il y a un énorme narratif. Non, mais il y a tous les univers. De toute façon, parce que toutes les extensions sont des univers et techniquement, toi, le joueur, tu incarnes ce qu'on appelle le Planeswalker, c'est-à-dire un personnage surpuissant qui est capable de voyager justement entre les différentes réalités et qui a donc en fait ses soldats, ses armées, ses sorts à disposition. Et en fait, le principe, c'est que quand tu passes d'une extension à une autre, bah en fait, tu vas juste aller en fait d'une réalité à une autre, traverser une réalité à une autre. Et donc voilà, il y a eu pas mal de crossovers, c'est un peu comme Fortnite maintenant en fait, tout n'est que question de licence et de crossover, de faire se mêler des univers avec des autres. Et donc en fait, il y a déjà eu ce qu'ils appellent en fait des extensions. Alors c'est pas Elseworlds. Ça s'appelle autrement, c'est un autre, voilà, mais Batman, et Batman qui vient. C'est Universes Beyond. Ça s'appelle, voilà. Tu vois. Donc en fait, c'est vraiment des extensions qui sont complètement à part de toutes les autres réalités. C'est-à-dire que c'est des jeux en fait que tu peux pas mêler tes jeux de cartes Universes Beyond avec les autres, en tout cas pas dans les tournois officiels et tout ça. Et ils ont fait déjà des crossovers avec d'autres licences. Je crois qu'il y a un Assassin's Creed qui doit arriver ou qui est arrivé il y a pas très longtemps. Et donc Marvel, ils veulent le faire. Donc ils ont juste annoncé pour l'instant une collaboration, mais ils disent quand même qu'il y aura plusieurs sets, plusieurs extensions, différents types de choses. Donc en reprenant en fait un gameplay donc de Magic, mais avec de l'univers Marvel, enfin les personnages de ça. En vrai, ça peut être super cool. Si t'aimes le jeu de cartes en tant que tel, si ils arrivent à faire un système qui fonctionne bien, je pense que ça peut être vachement sympa. Là en fait pour ces limites, je trouve ça plus pour draguer, c'est comme le Marvel RPG en fait, c'est pour draguer d'autres communautés, tu vois, et les faire un petit peu s'adonner à cet univers. Je sais pas, est-ce que c'est juste que les lecteurs de comics comme nous et qui ont un petit peu joué à Magic mais qui s'intéressent plus trop à Magic en tant que tel vont se dire ah bah vu que c'est Marvel, je vais m'y mettre aussi, je vais en acheter, et du coup bah en fait tu restes en vase clos, ou est-ce que au contraire les gens qui jouent au jeu de cartes vont se dire ah tiens bah du coup cet univers quand même, le lore, les personnages je connais un petit peu, ça peut être sympa, voyons ce qu'ils en ont fait, et par ricochet après peut-être aller lire des BD, pas sûr, mais franchement ça peut être sympa. En tout cas ça va donner beaucoup de travail à des illustrateurs, ça c'est chouette. Oui, bah d'ailleurs c'était pas Briclo qui avait fait du Magic déjà. Briclo il a fait du Magic, ouais. Tu veux mon avis ou on passe à la suivante direct? Non, ton avis est bienvenu, mais après je pense bien que toi ça ne te fera pas jouer à Magic. Mais pour une raison toute bête, c'est que justement comme tu dis, les gens qui connaissent déjà l'univers de Magic ou ceux que ça intéresserait de s'y mettre, comme il y a l'espèce de grand retour de la mode du RPG, comme le monde de Warhammer 40 000 s'est un peu relancé récemment, enfin les passions un petit peu je vais pas dire honteuses, mais qui étaient vraiment très geek, très vraiment dans l'espèce de fin de la trajectoire logique du geek qui après va du coup bouffer des produits qu'il est le seul à consommer. J'ai l'impression que ceux qui voudraient s'y mettre en 2023 2024, c'est plus justement pour découvrir un truc qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, moi ce qui m'intéresserait si j'avais le temps et les moyens de me mettre à Warhammer 40 000, ce serait justement de taper dans le narratif, de taper dans l'esthétique, un truc que je connais pas du tout, qui est totalement nouveau, etc., etc. Alors que là, bah, c'est pareil, si on me dit, justement, je fais un jeu de figurines Marvel, et vous pouvez vous taper dessus en jetant des dés,
Je connais déjà cet univers-là. Donc moi, ça m'intéresserait plutôt justement d'aller vers un autre univers. Ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, comme tu dis, il y a eu le Batman RPG. Il y a les escape games Batman. On voit un petit peu que les majors, même si c'est pas toujours à leur initiative, hein, évidemment, voient justement ces espèces de champs culturels anciens ou modernes qui se développent, comme pour les podcasts, comme pour ces espèces de nouveaux trucs qui arrivent, ces nouveaux secteurs à conquérir, et ils se disent il faut qu'on soit partout. Alors il faut qu'on fasse des romans de la ligne Street en polar chez Marvel, il faut qu'on fasse des podcasts avec Antoine de Garcia chez Marvel, il faut qu'on fasse maintenant du jeu de cartes Magic, et à mon sens il y a un intérêt déjà à cloisonner un peu la culture, parce que sinon tu vas avoir un seul groupe qui est présent partout et tout le monde va bouffer la même chose tout le temps à chaque heure du jour. Mais surtout, moi, ça me pose à chaque fois la question de, ok, ils arrivent sur ce terrain-là, mais qu'est-ce qu'ils amènent de plus? Qu'est-ce qui va être leur expertise? Là, c'est bien, ils s'associent aux plus grands, aux tenants du métier du jeu de cartes et compagnie. Mais, personnellement, ça me fait plutôt peur de me dire, mais il faut vraiment qu'on ait en plus des cartes de Marvel, en plus des jeux vidéo Marvel, en plus des comics Marvel, des films Marvel, des séries Marvel, des podcasts Marvel, des romans Marvel, etc., etc. À mon avis, je pense que le groupe est déjà assez gros tel quel et que c'est juste de la conquête potentielle de marché qui pourrait éventuellement être intéressant. Ce qui m'intéresserait plus, ça aurait été justement si Magic s'était associé à Marvel pour faire des BD Magic avec les scénaristes de Marvel comme Kieron Gillen par exemple, dont on sait qu'il est un grand fan de toutes ces cultures-là. Ou avec des mecs, des artistes, des Khan Bazalwa par exemple. Il y a Jed Mackey qui a fait des comics Magic. Oui, bien sûr, mais tu vois, encore une fois, moi j'ai encore en travers de la gorge, j'y reviens, je suis désolé parce que je connais pas non plus tous ces trucs-là, moi. L'univers Warhammer 40 000 qui a été tué dans l'œuf au bout de 2 produits. Il y avait Gillen qui avait fait un super comics Marnus Calgar. Et l'idée de faire une grande saga de comics comme ça peut exister avec autour de 2-3 titres, tu vois, 2-3 séries univers qui sera des ongoing, je pense qu'il y a un vrai potentiel à faire, comme par exemple le monde de Warcraft, tu vois, qui existe dans les romans. Il y a des comics Warcraft aussi. Oui, mais on n'a pas une production en ongoing avec une série monde à la Earth 2, tu vois, où il y a vraiment tout qui se passe de mois en mois et ça devient un soap opéra super et compagnie. Moi, c'est plus ça, en tant que fan de BD, que je recherche, parce que, encore une fois, je n'ai pas joué à Magic, moi je joue aux cartes Yu-Gi-Oh! C'était vachement bien Yu-Gi-Oh! Et même s'il n'y a pas du tout le niveau de complexité des cartes Magic, hein. Si ça vous intéresse, regardez une vidéo de Vice qui s'appelle American Obsession sur les tournois de Magic qui avaient lieu il y a 10 ans, où les mecs t'expliquaient la différence entre les cartes vintage qui étaient complètement craquées, où il y avait aucun niveau de règles et compagnie, et les cartes modernes où tu voyais des dizaines de centaines de geeks qui étaient dans un grand amphithéâtre façon vraiment Evo, quoi, on va dire, et qui jouaient aux cartes devant des caméras, ils faisaient rôle 1, rôle 2, rôle 3. C'est super impressionnant, hein, du coup, mais c'est un vrai sport, là, du coup, c'est même plus genre de la passion que tu fais avec tes copains. Donc, on avait fait, même moi je me rappelle très bien, on avait fait ça pour l'anniversaire d'un pote, on avait fait un grand tournoi de Magic sur toute l'après-midi et tout, on était une dizaine et à faire vraiment match par un, puis jusqu'à la finale, quoi, tu vois. Tu sais, c'est comme les jeux de plateau classés qui sont en train de revenir en force. Il y a Manu qui nous écoute, lui c'est un grand joueur de jeux de plateau, enfin il en a plein et des trucs qui sont vraiment très pointus. Ça revient aussi, en fait, j'ai l'impression que même peut-être avant le Covid, en fait, il y avait déjà ce retour grosso modo à des formes de divertissement plus concrètes, plus physiques, pas juste du jeu vidéo ou de la consommation de films et de séries. Et on le voit à tous les niveaux, comme à Hollywood quand Joe Manganiello et James Gunn font leur partie de Donjons et Dragons et tout, tu vois. Oui, pareil, le jeu de rôle papier aussi qui revient. Et tout ça, à mon avis, Marvel et DC, qui sont quand même des grands groupes, se disent qu'est-ce qu'on peut aller occuper comme territoire dans le cas où ça devient un truc qui prenne beaucoup de parts de marché, qui devienne mainstream, qui devienne un loisir conséquent. Et à mon sens, c'est rarement une très bonne nouvelle quand juste une compagnie y va pour ça, tu vois. Donc à voir. Accessoirement, je sais pas, moi personnellement, je trouve ça moins magique justement que les dragons, les sorciers, les chevaliers, des sorts et des coups d'épée bâtardes. Il y a une partie magique. Captain America envoie son bouclier +3, etc. Tu vois. Oui, mais il y a une partie magique aussi dans l'univers Marvel. À la limite, s'ils faisaient justement une partie spécifiquement Magic the Gathering avec tout l'univers de Agamotto, Doctor Strange, Tribunal Vivant et tout. Ça se trouve, c'est ça qu'ils vont faire. Ouais, ça pourrait être intéressant pour le coup. S'ils poussent vraiment une partie de l'univers et pas juste Spider-Man a lancé une toile. Mon Dieu, vas-y, je mets la carte en inversé. Tu vois. Ouais. Et justement, puisqu'on est en train de parler de licence et d'expansion de ce genre de choses-là, la prochaine actualité, c'est Onipress qui annonce donc son univers partagé, le Nacelle-verse. Justement, après s'être associé avec la compagnie Nacelle qui fait surtout des séries d'animation. Notamment, et des toys, et notamment, oui, parce que Nacelle, c'est aussi ceux qui produisent The Toys That Made Us. Oui, c'est ça. Et en fait, qui est une émission un peu autopromo dans la mesure où même s'ils parlent pas que de leurs jouets à eux, ça reste une boîte qui évidemment a des billes dans l'industrie du jouet. Donc Toys That Made Us, qui est une super émission, hein, au demeurant.
Mais si vous les connaissez que pour ça, c'est les mecs qui ont donc les droits de Bikers Mice from Mars. J'adore. Voilà, donc Les souris bikers de Mars. le spoof des Tortues Ninja, absolument génial. Peut-être le seul vrai spoof légitime des Tortues Ninja. Donc, c'est trois tortues. C'est trois souris bikeuses qui vont dans l'espace et qui ont des looks de punk des années 80. Ouais, c'est ça. Et c'est exceptionnel. Ils ont annoncé en fait un partenariat avec donc effectivement Onipress, qui, comme on le rappelle régulièrement, ne sort pas d'années très faciles. Ils ont frôlé la banqueroute, ils ont licencié beaucoup d'employés. Hunter Gorinson est arrivé pour reprendre un petit peu le projet en main. C'est barré de Bad ID pour aller chez Il Oni. s'est barré de Bad ID, donc c'est un pote de Dinasham Dasani. Donc c'est un des mecs qui arrive chez une boîte qui périclite et qui les remet sur les bons pieds, comme ils ont fait avec Valiant. Donc là, il avait déjà commencé à lancer pas mal de projets qui avaient l'air plutôt intéressants. Il a fait Weird Work avec chez Kikane notamment, qui s'est fini récemment. Il faut que j'en parle dans un review express. Et donc là, oui, il a signé un partenariat parce que c'est bien de faire des bons comics, mais les bons comics seuls ne suffisent pas. Il faut de la licence et tout. Donc Nacelle voulait en fait commencer à lancer des séries animées en univers partagé de séries animées, et ils ont, comment dirais-je, amorcé ça avec des comics. Donc les comics sortiront avant les séries animées. Le Nacelverse, c'est donc un truc qui va embarquer différentes productions avec des équipes créatives qui restent encore un peu à définir, on va dire. Pour l'instant, on a juste Melissa Flores qui a été annoncée sur une sorte de numéro introductif façon DC Universe Rebirth pour présenter un peu les différentes séries, avec Diogenes Neves aussi qui va être... Donc Melissa Flores qui était sur l'univers, le Massiveverse de Kelly Gins, si j'ai pas de mémoire. Voilà, exactement. D'ailleurs, ça, on pourra en reparler. Il y a vraiment une sorte de retour de l'effort d'univers partagé en indé, enfin en indé à licence, on va dire, et qui prend toujours justement cette même direction de un gros numéro pour amorcer, ensuite on verra ce qu'on en fait et tout. Donc les productions en question, c'est RoboForce, Bikers Mice from Mars, Sectors de Great Garlow et Power Lords. Je vous avoue très humblement que je ne connais que les Bikers Mice from Mars dans cette série, enfin dans cette série de séries. A priori, c'est pas notre génération, je pense que ça a dû taper un peu avant nous, ou plutôt aux États-Unis. Mais ça rejoint une sorte de mouvement un petit peu actuel, que les éditeurs en fait font des partenariats, les éditeurs indés particulièrement, avec des maisons de cartoons et de toys, comme Dynamite avec Hanna-Barbera, qui, on rappelle, avait annoncé là récemment un partenariat où, pareil, univers partagé a priori, et nouveau comics Scooby-Doo, nouveau comics Space Ghost, nouveau comics machin, etc. Et à côté, Skybound Entertainment qui a signé avec le Energon Universe pour faire des comics Transformers, ça a commencé depuis pas longtemps, et G.I. Joe. Donc on voit quand même trois maisons qui s'associent à des boîtes qui font du cartoon d'une certaine époque, avec l'envie de se dire, bon si les consommateurs ils sont encore là, ils auront pas de nouveaux cartoons de ces machins-là, a priori les films non plus, mais venez, nous on fait des comics, on les fait bien, et on a envie de pousser ça comme une sorte de cheval de bataille industriel. Parce que pour Dynamite c'était inespéré d'avoir des telles propriétés intellectuelles d'un seul coup, parce que c'est quand même une toute petite boîte. Et pour Onipress aussi, mais genre pour Dynamite c'était déjà un truc qu'ils vont pousser forcément. Et pour Onipress, oui, c'est aussi une sorte de cheval de bataille de se dire nos comics indés, on va pouvoir les pousser aussi, mais on n'aura jamais le chéquier de Image Comics, on n'aura jamais l'assise de Dark Horse. Donc essayons d'avoir une licence à nous qui pourrait ramener des gens un petit peu nostalgiques. C'est un peu triste parce qu'en vrai, Onipress, ils ont eu Scott Pilgrim, je veux dire. Mais c'était il y a longtemps. Non, mais je veux dire qu'ils ont eu des capacités à avoir des titres qui percent à un moment ou à un autre et qui deviennent des succès transmédia. Donc c'est pas impossible de reproduire ce genre de choses non plus. C'est pas impossible, mais le marché n'est plus dimensionné pareil. Et tu le sais, je le sais. Par exemple, un Mark Russell, il a toujours ses billes chez Ahoy, ça va être compliqué de le faire bouger. L'équipe de Mignola qui bougera jamais de chez Dark Horse, c'est comme ça, voilà. La plupart des éditeurs indépendants ont des sous-labels comme Rick Remender avec Giant Generator, comme Ashley Wood avec Syzygy. En fait, maintenant, t'as des petites chapelles où soit des artistes vont ramener les talents de demain eux-mêmes, soit en fait les grosses boîtes comme Image et compagnie proposent des contrats qui sont trop avantageux pour que des boîtes comme Oni, qui en fait ont toujours marché sur le comics un peu underground, alternatif, les propositions militaires, les propositions comiques, les propositions un peu slice of life et tout ça a moins de valeur aujourd'hui parce que le marché de l'indé il a grossi, mais les lecteurs eux ne sont pas plus nombreux. Donc c'est toujours un peu, il faut se répartir un gâteau qui est déjà un peu en tranche fine, tu vois. Et par exemple, voilà, c'est encore une fois, chez Dark Horse, t'as le label de Eric Powell, t'as le label de Usagi Yojimbo, enfin de Son Sakai. Donc voilà, c'est les trucs qui sont compliqués à gérer. Je pense que Gorinson, il essaie de faire ce qu'il peut pour relancer la boîte. Il fait plutôt bien les choses. Il a fait son anthologie Xeno, qui était en fait simplement une reprise de Skybound X,
et de Image, point d'exclamation, de Rick Stephenson. Il l'a fait avec chez Kiken, il l'a fait avec les artistes qui sont en train de faire des séries actuellement. Donc il a envie de suivre ce qui se fait de bien dans l'indé. Là, on n'en a pas parlé, mais ils ont annoncé aussi 5 projets pour le début d'année, quasiment que de l'horreur. Hein. C'est voilà, un peu d'horreur, un peu d'aventure. Et là, tu vois, il fait pareil, il fait ses annonces par grappe, comme justement font les indés qui veulent compter. C'est comme l'Image Expo et tout. Il fait tout d'un coup. C'est ça, il peut faire une belle prise chronologique et dire regardez, Oni se relance, Oni est là, Oni a de quoi publier toute l'année prochaine. Et à côté de ça, on a une grosse licence pour une démographie de consommateurs particulière. Donc, vous voyez, là, on respire, on a des capitaux qui vont rentrer. Vous inquiétez pas. C'est un peu, je pense, la philosophie actuelle. Par contre, faut pas qu'on se mente, c'est pas avec ça que Oni va reprendre la tête du marché. D'ailleurs, ils ont jamais eu, voilà. Oui. Mais ce qui compte, de toute façon, moi, c'est que la boîte fasse des bons comics et qu'elle ne crève pas. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on peut espérer de mieux. Parce que Oni, comme a dit IDW, ils se sont un peu perdus justement à l'idée, on va financer beaucoup de trucs dans l'espoir d'être adapté ensuite. Et puis aussi, on va se dire, il y a des plans d'édition qui sont intéressants pour la jeunesse, il y a des plans d'édition qui sont intéressants si on suit telle technologie, telle course et compagnie. Et en définitive, ils ont juste vidé les caisses jusqu'au moment où ils ont dû virer des gens et ramener en catastrophe Gorinson qui a, je pense, négocié pour avoir les mains libres et faire exactement ce qu'il voulait. Donc, faudra voir si c'est effectivement l'expertise Sean Dasani, j'ai envie de dire que Bad ID, ça a fonctionné, hein. C'est un cofondateur de la boîte aussi, tu vois. Ouais, après, il s'est barré quand même. Donc, à voir s'il s'est barré parce qu'il avait une opportunité avec Oni, machin, ou parce que Bad ID, ça a commencé à aussi, il y a eu des dissensions là-dessus, tu vois. Il crée Dinesh. Mais il répond pas, ce con. Il est super relou, mais il répond pas. Mais surtout que, enfin, ils sont quand même depuis l'année dernière, en fait, engoncés dans ces logiques de Kickstarter pour beaucoup de titres, en fait, où ça devient un peu, autant moi j'ai toujours apprécié la démarche et je la trouve marrante, enfin les trucs, autant sur le long terme, je trouve qu'ils devraient se recentrer un petit peu quand même sur arrêter tous les Kickstarter, tous les délires un peu qu'ils font et qui commencent à se recentrer un peu plus sur la publication de bande dessinée en tant que telle, quoi. Après, bon, voilà. Moi, ils avaient fait un Kickstarter il y a des mois où moi j'ai fait complètement une grosse folie de backer pour avoir l'ensemble de leurs publications à l'année 1. J'attends toujours que ça arrive, donc je sais même pas en plus si ça va être livré un jour ou l'autre, et ça commence un peu à me foutre les nerfs, quoi. Mais bon, on reparlera de Bad ID très certainement une autre fois. Corentin, on continue avec DC Comics, Pam Lifford, l'ancienne présidente. Alors, c'est pas la présidente de DC en tant que telle, mais c'est quand même celle qui supervisait les brands, l'entertainment, en fait, au sein de Warner Bros. Discovery. Elle n'est plus là, elle est partie. Alors, elle n'a pas été virée, mais en fait, elle a démissionné pour des raisons familiales. Donc, on espère que c'est rien de grave de ce côté-là. Mais sur le plan professionnel, on lui dit bon débarras, puisque c'est une personne qui a repris donc en 2018 oui, c'est ça, 2018 DC Comics, au moment où sortait Batman Damned de Azzarello et Bermero. C'est à cause d'elle qu'il y a eu le scandale. Enfin, elle a pas du tout apprécié le délire du Bat Zizi à l'époque, et en fait, c'est pour ça qu'il y a plus de cul dans le Black Label. De façon générale, en fait, elle a quand même eu, elle a pris part à des décisions hyper importantes chez DC ces dernières années, notamment toutes les vagues de licenciements qu'il y a eu aussi, en faisant partir des gens comme Mark Dole, comme Mark Chiarello, tout ça. Donc voilà, c'est pas une personne qui a forcément le meilleur bilan, celle qui a fait fermer Vertigo, qui a recentré DC en trois marques, c'est-à-dire le DC normal, DC Black Label et DC Kids, mais qui a fait donc fait disparaître tous les labels qui existaient un petit peu pour séparer un petit peu plus les choses. Donc bon, voilà, il y a pas que du mauvais peut-être forcément à déplorer à son bilan, non, mais quand même ça. Bon, alors qu'est-ce que ça change concrètement? Je suis pas sûr que ça change grand-chose, puisque en fait la boîte a pris une direction de toute façon maintenant, donc ouais. Puis donc la personne qui reste en place, en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Bruce Campbell, qui n'est pas le Bruce Campbell, mais qui est un autre Bruce Campbell. Donc voilà, qui était déjà chef opérateur des revenus de la stratégie de marque chez c'est lui qui filmait les revenus de la stratégie. Ouais, non, mais je veux dire qu'il était déjà opérationnel, et c'était le supérieur de l'IFOR. Donc en fait, c'est juste que maintenant il y a un échelon en moins qui s'est créé et que Jim Lee va répondre directement à ce Bruce en question, quoi. Mais quand même, moi, j'ai vu le truc, j'ai eu un petit smile parce que voilà, de toutes les discussions que j'ai eues avec les artistes et auteurs depuis 5 ans, quand le nom de cette dame était évoqué, c'était jamais pour en dire vraiment du bien, quoi. Donc je pense que, enfin voilà, c'est une personne qui était directrice de vente chez Disney avant. Elle n'était pas là pour faire des comics. Quand elle a été nommée, elle était là pour vendre des licences, des produits dérivés, des jouets
Et justement, le fait que un des personnages de licence les plus populaires du monde fasse parler de lui parce qu'on voyait son grosse gag, eh bien, ça ne lui a pas plu. Voilà, parce qu'elle a été vraiment pour vendre de la marque, de l'image de marque et pas des histoires. De toute façon, ils sont jamais là pour vendre de la BD. Hein. Si tu les écoutes, tous ces mecs-là ou ces meufs-là qui sortent d'école, qui ont fait tel parcours dans l'industrie, et l'industrie au sens industriel, pas au sens artistique, parce que c'est un truc qu'on apprend aux gens qui font du marketing ou de la culture média, c'est les fameuses industries créatives, les industries culturelles, c'est un truc qu'on adore répéter, c'est ce qui a transformé l'art en contenu ou en flux. Et la plupart des gens qui justement arrivent à ces pôles de compétences-là, leur obsession depuis 10 ans, c'est il faut qu'on se débarrasse des actifs qui ne génèrent pas de la valeur. Et il faut que on rentabilise ce qui fait de la valeur, donc qu'on fasse des toys, qu'on fasse des NFT, qu'on fasse des films, qu'on fasse des séries, etc., etc. Bon, les NFT, c'est vite dit, hein, c'est vite passé quand même. Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est de la logique industrielle de ces mecs-là, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis à la tête de l'S Entertainment des gens qui voulaient faire autre chose que du toys ou de l'adaptation, parce que depuis que le groupe a été racheté, on se dit les comics, ça ne génère pas d'argent, ça n'en perd pas non plus, donc ils vont être autonomes. Et c'est le jour où, en fait, ces gars-là, ils ouvrent les commandes éditoriales, on va dire, qui disent, OK, oh là là, mais attends, là, du coup, on peut récupérer tant de valeur si on licencie tant de personnes. Et en plus, maintenant, il y a une bite dans un comics d'essai, alors que c'est familial et tout. Et en fait, voilà, c'est des mecs qui n'ont absolument aucune vision artistique. Des mecs, encore une fois, des mecs et des meufs. Surtout que le Black Label, c'était justement pas familial. Ça a été annoncé d'entrée de jeu que c'était du... voilà, bien sûr. Ce serait rated M for mature. Voilà, Pamela Ford n'est pas plus coupable que Toby Emmerich ou... Comment s'appelait le gars qui avait... Kevin Sugihara, mais même après ça, dans la période, c'était John Stankey qui dirigeait Warner Media. À l'époque, c'était encore Warner Media. Il avait un bras droit qui avait vraiment amorcé l'opération Popcorn pendant le Covid pour balancer tout sur HBO Max en parallèle de sortie cinéma. Jason Killer, voilà, c'est ça. Tous ces gars-là, en fait, pour eux, tout ce qui compte, c'est est-ce que l'étage du dessus va être content? Est-ce que j'aurai mon bonus de fin d'année? C'est triste à dire, mais nous, avec nos petites réalités de fans de BD, ils en ont rien à branler. L'idée que Batman puisse être un personnage qui est pris au sérieux par les gens qui lisent de la BD élevée ou les gens qui lisent de la littérature pour adultes, ça, ils en ont mais rien à cirer. Et Pamela Ford, justement, ils vont mettre une autre meuf comme ça à sa place, et ça aura pas, comme tu dis, ça aura pas eu un impact conséquent. Moi, j'aurais limite préféré justement qu'elle se fasse dégager dans un plan social, comme elle a fait à tous les mecs de DC Comics. Ça aurait été plus la justice, tu vois. Oh, la loi du talion, le monsieur, là. Bah non, mais tu sais, à un moment donné, le groupe, il a quand même eu des grosses difficultés. Je sais pas si t'as remarqué, Warner Bros. Discovery. Depuis un an, ils ont quand même perdu pas mal d'actions boursières. Tu vois, à chaque fois que David Zaslav, il a ouvert sa bouche, t'es en mode genre, oh là là, mais qu'est-ce qu'il dit, il est fou. Et t'as les actionnaires qui ont pété des câbles pendant plein de fois au point de demander s'ils pouvaient essayer de le faire virer à un moment donné. Ça aurait peut-être été dégager Pamela Ford, tu vois. Il écoutait parler, il faisait, mais il a pété un boulot, lui. Mais il a pété un boulot, parce que quand même, Anne Sarnoff, ils l'ont dégagé, hein. Anne Sarnoff, c'est juste une des meufs qui, voilà, a aussi été à la manœuvre. Walter Hamada a récupéré ses films et tout, et tu te dis, bon, bah, Walter Hamada, on va lui dire au revoir pour que James Gunn s'installe. Heureusement qu'on vire Anne Sarnoff aussi, tu vois, c'est quand même naturel et normal. Quand ils ont viré Dan Didio, ils auraient pu virer Pamela Ford aussi, hein. Parce que si on considère qu'il y a un problème dans la façon dont les comics DC sont perçus, peut-être que l'étage qui gère DC, il devrait être aussi concerné. Enfin, c'est quand même curieux, non? Je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Mais... Oui, parce que le rôle de Pamela Ford ne s'étendait pas que à DC, hein, c'était toutes les marques. C'était quand même c'était le département brand, divisions, machin. Donc il y avait la marque DC, effectivement, mais il y a d'autres marques importantes chez Warner, Harry Potter, Seigneur des Anneaux et tout ça, quoi. Donc, ça voilà, c'est encore une fois logique de consumériste, de capitaliste. Harry Potter, c'est pas une marque, c'est une saga littéraire. Le Seigneur des Anneaux. Non, mais maintenant, c'est devenu des marques. T'as Zaslav qui dit, ouais, mais ces marques-là, justement, elles dorment depuis 10 ans, on les a pas utilisées. C'est déjà, c'est faux pour Harry Potter. Mais genre, à un moment donné, frère, mais non, mais c'est quand même tu étais d'accord que c'est du content maintenant, tu vois. Ouais, c'est ça. Je veux dire, nous, on se soucie des bouquins de Tolkien ou de Rowling, mais ça fait des décennies maintenant que ça a largement dépassé le stade culturel de la simple saga littéraire. Non, mais vraiment. Pour moi, ouais. Il y a déjà plein de jeux vidéo, plein d'adaptations, plein de produits dérivés. Enfin, tu vois, c'est autre chose. C'est vraiment, non, mais c'est le rayonnement culturel d'une œuvre. Mais c'est pas, ça veut pas dire, attends, en plus, il l'utilise régulièrement, le jeu vidéo, la marque, Seigneur des Anneaux. Bah oui. L'ombre du Mordor. Mais Harry Potter aussi. Il y en a eu plein de jeux vidéo. C'est différent de se dire, on va rebooter le Seigneur des Anneaux parce que ça fait 15 ans, c'est bon, les gens sont prêts et tout. Tu vois, ça, c'est déjà une logique qui vise à assimiler ça à du contenu qui est beaucoup plus grave. Parce que passer derrière Jackson, etc., enfin, c'est... Les personnes passeraient derrière Jackson. David Zaslav est un enfoiré et je souhaite sa mort.
Donc, ça, par contre, c'est pas non, ouf. je rigole. Une petite chute dans l'escalier. On souhaite pas on souhaite pas le malheur comme ça, des gens. Corentin. C'est moi. Ça va? Eh bien, figure-toi qu'apparemment, l'édition française fait des émules aux États-Unis, puisque DC Comics a annoncé un nouveau format de publication, une nouvelle collection qui s'appelle DC Compact Comics. Ouais. Si. DCCC, qui est pas forcément le nom le plus sexy possible, mais en tout cas l'initiative c'est du Urban Nomad, mais fait en VO, avec une première vague de 10 titres annoncés donc dans un format. Alors le format c'est du 5.5 x 8.5 pouces, donc en centimètres c'est du 12.5 x 20.3, sachant donc c'est que encore plus petit en fait. c'est un tout petit peu plus petit parce qu'effectivement Urban Nomad c'est 14 par 21, avec donc 10 titres annoncés, eux par contre à un tarif unique de $9,99, donc $10 le truc, mais ce qui est quand même moins cher que les TPB qui sont souvent à $17,99 maintenant, voire plus. Quand c'est du hardcover c'est du $23,99 oui, chez le mainstream. C'est plus cher que les petites paginations Urban Nomad par contre. Oui, après les marchés ne sont pas les mêmes non plus. Donc, justement, il y a plus de lecteurs de comics aux États-Unis qu'en France. Techniquement, oui. Aussi. Enfin, ils sont plusieurs millions aux États-Unis, ils sont plusieurs milliers en France. Millions, ça dépend de ce qu'on parle, parce que les comics de super-héros en tant que tels ont aussi des problèmes aux États-Unis. Oui, mais quand tu vois le prorata des ventes pour Urban Nomad en France, tu multiplies ça par le nombre de lecteurs potentiels aux États-Unis qui pourraient être tentés par cette offre-là. Mécaniquement, ça risque de mieux se vendre aux États-Unis quand même. On sait pas, écoute, j'en sais rien. Le problème, le marché américain est super dur à suivre depuis qu'il y a plus de Diamonds, pour avoir juste des estimations du nombre de comic books vendus, de single issues, et alors pour les albums en TPB, c'est vraiment devenu, c'est impossible. Concrètement, il y a plus aucune donnée vraiment tangible, vraiment adéquate pour suivre ça. Donc c'est pour ça, mais il y a quand même des chiffres qui sont sortis l'année dernière et qui montraient que grosso modo 70% des comics, des bandes dessinées aux États-Unis, 70% c'était du autre chose que les comic books vraiment américains, c'était du manga grosso modo. Enfin, ils ont aussi eu leur boom là-dessus. Donc en fait, concrètement, ils ont les mêmes difficultés, c'est-à-dire que le single issue $4, 20 pages, c'est trop cher. Concrètement, c'est trop cher, j'imagine. En tout cas, alors que $5 20 pages, ça c'est bien ça. Alors que $5 20 pages, c'est n'importe quoi. Et le fait c'est qu'ils ont besoin donc d'attirer des lecteurs, parce que j'imagine que les softcovers à $15 ou les hardcovers à 24, c'est pareil, c'est des chiffres qui sont pas accessibles. De toute façon, ils le disent dans leur communiqué de presse. C'est un format poche, donc qui est là pour appâter directement les lecteurs de manga, mais aussi de bouquins, de prose en fait, puisque c'est des marchés qui sont très florissants aux États-Unis. Donc un format poche, $9,99, et on a quoi? On a des classiques, des poncifs même, on pourrait dire, parce qu'il y a Watchmen, il y a Batman la cour des hiboux, il y a All Star Superman, il y a Wonder Woman Earth One, il y a Batman Hush, il y a de La Belly, il y a Joker de Azzarello, il y a Harley Quinn and the Gotham City Sirens de Paul Dini, tu vois. Il y a Catwoman, Trail of the Catwoman de Ed Brubaker et Darwin Cook. Et dans les trucs un peu plus différents par rapport à parce qu'en fait, grosso modo, il y a quasiment tout qui a déjà été sorti chez Urban Nomad. Il y a Far Sector, par contre, qu'ils ont pris. Parce que N.K. Jemisin, c'est déjà une grosse vendeuse de littérature aux États-Unis. Ouais, clairement. Et puis le titre est bon, il est hyper beau en plus, avec Jamal Campbell au dessin. Et American Vampire Book One, du coup, pour le Vertigo. Donc eux, ils sont allés sur American Vampire, mais qui est un truc aussi qui a très bien marché. Ouais, non, c'est super logique. Et puis il y a le côté très américain dedans, qui fait que peut-être que c'est mieux de commencer par là. Donc c'est plutôt cool de voir ça, sachant que sur alors je sais pas dans quelle mesure, parce que ce qui est certain, c'est que pour faire la collection Urban Nomad, c'est sûr que Urban a dû parler à DC Comics pour avoir l'approval, quoi, vraiment les tu te demandes s'ils leur ont pas piqué l'idée. Dans quelle mesure? Parce que sur la jaquette de couverture, tu vois que dans la direction artistique, en dessous du logo DC Compact Comics, ils mettent le type de registre que c'est. Donc il y a marqué en dessous de Far Sector, il y a marqué Science Fiction. Pour All Star Superman, ils ont mis Fantasy. Pour Batman Hush, ils mettent Mystery, tu vois. Et c'est aussi des nomenclatures que Urban a commencé à utiliser de plus en plus, notamment avec leur gros catalogue qu'ils avaient fait pour leurs 10 ans l'année dernière, où vraiment, et on sait qu'en librairie, ils ont donné des signets pour ranger justement les titres en fonction de ces registres-là. Ils ont d'ailleurs annoncé que pour 2024, ils voulaient faire un mois, un registre de littéraire, en fait, un type de littérature.
Donc vraiment, je sais pas dans quelle mesure en fait ils ont repompé toutes ces idées-là, en tout cas où ils s'en sont fortement inspirés, sachant que bon, c'est pas réinventer la roue, mais le fait est que voilà, pour le coup, c'est pas une initiative qui vient du tout a priori des États-Unis. Clairement, ils ont dû s'inspirer de ce qu'on fait, en tout cas de ce que Urban Comics a fait. Donc ce sera intéressant de voir en fait dans quelle mesure ce format poche va aussi se développer aussi avec Marvel de l'autre côté, sachant que on imagine bien que ça devrait être suivi d'une année, enfin à voir, parce que là à l'heure actuelle on n'a pas eu de nouvelles de collection à petit prix pour l'année prochaine, alors que normalement ils les annonçaient quand même, vu qu'il y en avait toujours en début d'année. J'ai envie de dire que je serais pas surpris qu'un format page voit le jour aussi du côté de chez Panini, et ensuite chez Marvel, enfin voilà, que ce soit une initiative qui soit suivie vraiment au global. Ouais, comme l'industrie est très originale en plus. Oui, mais après tu vas pas t'en plaindre. Si ça permet de faire venir plus de monde. Je fais ce que je veux. Oui, c'est vrai. Et mais qu'est-ce que t'en penses de ce format, toi? Qu'est-ce que j'en pense? Toujours la même chose. J'aime les comics avec des grandes pages. Je ne lirai pas ce format, évidemment. S'il permet à des gens de découvrir la bande dessinée américaine, très bien, tant mieux. Si ça offre un rapport comparatif qui soit un peu à l'avantage des lecteurs VO traditionnels, quand justement les éditeurs vont se dire mais attends, on vend ces comics là $10 et ceux qu'on vend du coup à $25 le trade, parce que c'est les prix de la VO, c'est pas les prix de la VF. Hein. Peut-être qu'il faudrait qu'on baisse les prix des trades traditionnels. Là, je serais très content. Je pense pas que ça va arriver, mais je serais très content. Non. Mais en même temps, tu sais, là, on rigolait tout à l'heure par rapport au côté $5 le single issue. C'est la nouvelle norme demain. Ça, c'est clair et net. Je vous le dis. Chez Marvel, ce sera ça. Elle est déjà très actuelle. 100%, tu vois. Ils ont essayé de faire grossir le nombre de pages à une époque, multiplier les numéros anniversaires, les numérotations, les couvertures, les machins bidules, etc. Finalement, ils s'en foutent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon, puisque leur lectorat, il va continuer à s'éroder. Et même s'ils font pas ce genre de truc-là, les gens vont continuer à consommer parce que c'est une habitude qui est ancrée en eux maintenant. Donc, moi, si effectivement ça peut amorcer une prise de réflexion globale sur le prix qu'on paye pour la bande dessinée des deux côtés de l'Atlantique, très bien. Mais je ne lirai pas de format poche. Je n'aime pas ça, c'est tout. Oui, j'aime bien ça quand le dessin ne m'intéresse pas, est une donnée plus secondaire par rapport au scénario. Mais personnellement, moi, ça me fait plus peur que, encore une fois, s'ils sont bien inspirés d'Urban Nomad, que les États-Unis en soient réduits à justement se dire, il y a une telle crise des idées qu'ils sont obligés de se dire qu'est-ce qui se passe en France. Ah, ça a bien marché en France, essayons. Si c'est le cas, attention. Ouais, ça on saura peut-être jamais ou peut-être pas officiellement, mais je trouve pas ça déconnant que pour une fois les Américains s'intéressent à ce qui se passe sur le marché d'un des pays où la BD est l'un des plus, enfin, historiquement et culturellement, c'est un des trucs les plus importants. C'est normal aussi de voir ce qui se fait je veux dire, on le sait en plus avec tous les artistes, à chaque fois ils voient nos éditions qui sont hardcover du coup en format normal, et eux ils se touchent dessus, quoi. Clairement, le fait que l'édition de base d'une BD chez nous ce soit le format hardcover, alors que eux c'est réservé aux trucs de luxe et tout, ça leur fait péter un câble, ils adorent ça. Évidemment. Donc c'est pas quand même déconnant aussi que les gens qui bossent pour ces grandes maisons d'édition, de toute façon on les voit, ils sont à Angoulême, hein, ils viennent à Angoulême, ils viennent en Europe régulièrement, tu le vois pas, tu les entends pas forcément, mais ils se déplacent quand même, donc ils vont voir aussi ce qui se fait sur les autres marchés. Et au contraire, ça me paraît peut-être limite sain de voir une initiative qui potentiellement les intéresse, en tout cas leur a fait de l'œil, et se dire vas-y, on peut peut-être aussi le tester chez nous. Oui, mais c'est pas une initiative comment dirais-je, ça sans vexer Urban Comics, c'est pas une initiative qui va forcément à l'avantage du lecteur classique. En fait, l'initiative elle est très logique. C'est ok, on paye tant pour 1 kilo de tomates, et prenons la même quantité de tomates, on en a 10, ça coûte 1 euro, vendons 10 tomates cerises pour 1 euro, ça a le même goût. Bah oui, mais en même temps, c'est naturel et normal. Les Allemands, ils sont moins chers parce qu'ils sont plus petits. Donc déjà de base, c'est pas une solution qui est magique, qui a solutionné tous les problèmes de la vente de comics en général. Non, mais ils sont moins chers, pas parce qu'ils sont non plus petits, mais parce que c'est des titres qui ont déjà été traduits auparavant, sur lesquels il y a moins de coûts, enfin c'est pas. Ça existe déjà. Je veux dire, Urban. Il y avait déjà les must-have, il y avait déjà les offres après réduites, oui, mais d'ailleurs même les collections qui, du coup, à la faveur d'avoir été rentabilisé avant, faisaient un plus gros tome pour moins cher, tu vois. Là, la différence vraiment fondamentale, c'est la taille de l'album, c'est le format. Et moi, en fait, je trouve pas que ce soit la meilleure idée du monde. En fait, ça me paraît juste être normal, tu vois. Enfin, c'est comme encore une fois, à la vente en numérique, tu devrais te dire, t'as pas à payer les coûts d'impression, donc tu le vends moins cher. Ça veut pas dire que c'est plus avantageux. Ça veut juste dire que, t'as moins
Donc forcément, tu payes moins. C'est un calcul naturel, quoi. Ouais, mais c'est un peu curieux parce que je veux dire, tu râles pas forcément sur les bouquins en termes de pro, sur le bouquin en poche. C'est pas pareil. Il y a pas le même rapport graphique. Une lettre, qu'elle soit grosse ou petite, t'as le même rapport à la lecture. C'est comment ton cerveau interprète les mots. Non, mais dans le sens que dans la logique, en fait, c'est vraiment la question du format poche, de dire que c'est un titre qui a déjà été exploité auparavant, que si tu veux l'avoir dans son format normal, tu peux l'avoir, mais je veux dire, il y aura jamais de nouveauté qui va sortir dans ce format poche. Genre, non, franchement, jamais, ça coûte. Prenons date, mais à mon sens, ça finira par. Ah, bah, mais non, mais c'est un suicide commercial. Tu devrais avoir une exclusivité mais non, mais Coco. sur un petit truc comme ça ou quoi. Mais non, mais c'est un suicide commercial. Avec les coûts que ça demande pour payer la traduction, le lettrage, non. Puis tu avoir raison, personnellement, moi, c'est ce qui me fait peur, hein. Ah non, je pense que je veux pas passer encore une fois pour le vieux connard de service. C'est vraiment, je ne suis pas un vieux con. D'ailleurs, tu vois bien d'ailleurs que, on me reproche régulièrement à moi et Arnaud d'être de la génération 2012, machin, pas être tant favorable au kiosque, alors que c'est faux pour Arnaud. Moi, c'est plus vrai, effectivement, je m'en fous des kiosques. Mais donc, je suis pas du tout un vieux ancré dans les traditions, etc. Mais par contre, il y a une raison pour laquelle je lis des comics plus que des mangas. C'est justement, j'aime bien, moi, avoir un grand album entre les mains. Ah, mais tu le vois bien que sur les chiffres de vente, quand même, s'ils sont les mêmes aux États-Unis, est-ce que l'avenir, on sait très bien que le single issue, c'est pas un format qui a un avenir défini. Bon, il a survécu 80 ans, il a survécu, mais il survit, justement. Enfin, il est pas expansionnel. Il a très bien vécu pendant des années. Là, ça fait, on va dire, plutôt une 10-15 d'années qui commence à péricliter. C'est sûr, mais la croissance elle-même du chiffre de single, elle est pas suffisante. Encore une fois, c'est des groupes, tu vois, ils sont coopératifs et tout. On sait que c'est plus l'album qui vend, clairement, et que c'est en dehors des comic shops que les chiffres d'affaires les plus importants sont générés. Ça, c'est des constats qu'on faisait déjà pré-Covid en 2019, 2020, avant donc vraiment d'avoir les bilans post-Covid. On avait déjà, en fait, cette tendance qui était effectivement que le single, que c'était la dernière année pré-Covid, c'était la première année où, en termes de chiffre d'affaires, les TPB avaient fait plus de chiffres que les single issues, alors qu'avant c'était quand même le format dominant. Donc il y a des transformations. On vous renvoie forcément aussi au podcast avec Willow Wilson qui le dit, hein, que clairement on est dans une phase de transition. Mais par rapport à ta crainte sur les nouveautés machin, non, les nouveautés, au pire, si elles doivent changer de format, elles vont directement en format urban, tu vois bien. Mais en grand format. On parle de la VF là. Non, oui, mais dans le sens qu'il y aura, même que ce soit en VO ou en VF, il y aura jamais de nouveauté qui sera faite dans un format de poche. Je veux dire, mais même pour la littérature, ça ne se fait pas. Les nouveautés ne vont jamais directement en format poche. T'as toujours un format normal. Et après, tu attends et t'as cette réédition une fois que quand même t'as un peu rentabilisé tes coûts de création d'un côté ou tes coûts d'acquisition de l'autre. J'espère que t'auras raison. Enfin, que tu as raison. Ouais, pour le coup. Tu sais, il y a eu des exclusivités pour les comics numériques sur Infinity et tout. Ça, c'est encore différent parce que c'est un produit d'appel pour t'abonner, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais si demain, par exemple, ce rayon-là, il prend plus de volume, si Marvel s'y met et tout, pareil, il pourrait t'annoncer une petite exclusivité. On a mis machin et bidule ensemble. Dirigez-vous vers ce rayon-là de la librairie. Et quand vous arrivez, vous verrez que c'est bien fourni, etc. Tu vois, je sais pas, hein. Moi, personnellement, c'est vraiment une crainte que j'ai parce que je veux pas, encore une fois, faire rentrer le manga dans l'équation parce que c'est très différent, évidemment, mais il y a un intérêt à avoir, justement, plusieurs standards d'édition. Celui-là, particulièrement, moi, ne me plaît pas. Et je sais qu'il vend bien parce qu'il est moins cher. Alors qu'il y aurait d'autres idées à trouver. Et c'est ça que je dis, en fait. C'est, s'ils sont effectivement inspirés du succès de Nomade, très bien. Et que c'est effectivement juste une offre de seconde vague, très bien. Si, par contre, l'idée, c'est juste de se dire... t'as vu les titres sélectionnés, c'est des trucs qui sont déjà vendus 1000 fois. Hein. Mais si l'idée, c'est juste de se dire, on est DC Comics, on a tellement plus d'idées personnelles qu'il faut effectivement qu'on aille prendre celles des autres, alors qu'il y a des tonnes de trucs intéressants à trouver, comme les One Bad Day, par exemple, les novellas de 70-80 pages, tu pourrais les vendre à 12 €, le prix d'un album franco-belge, tu vois. Et là, tu aurais déjà une offre qui sera beaucoup moins chère avec une histoire complète. Le Ra's al Ghul était mortel, le Riddler était mortel. Ouais, mais en France, quand tu vends 12 € un album de comics de 80 pages, les gens râlent parce que du coup, ils font ce rapport. Alors que le prix d'un Astérix, c'est combien pour on est d'accord. Pages, tu vois, oui, je sais, mais c'est parce que c'est jamais une bonne idée de façon de. Après, faut se méfier des gens qui râlent sur Facebook et de la réalité. À mon avis, aux États-Unis, tu vends une bonne histoire. Encore une fois, Tom Taylor, Ivan Rice sur Ra's al Ghul, tu la vends 12 balles et tu la mets en comics. C'est donc 2 fois moins cher qu'un trait d'insigne. Après, les One Bad Day, ils sont sortis en 2 versions, quoi. Ils ont fait les one shots, donc c'était à 10 balles ou 8 balles, je sais plus, un truc comme ça. Et après, ils les ont fait en hardcover qui était à 15 et tout ça. Donc, en fait, sur la version hardcover, t'es gagnant sur la VF. Mais par contre, si tu voulais juste lire l'histoire vraiment et que tu t'en branles, en fait, ils ont fait à 15 balles. En VF, oui. Ah ouais? Bah oui, c'est ce que je te dis. Bah oui, c'est ce que, en même temps, le Killing Joke, c'est pareil, c'est en termes de pagination, c'est à peine plus épais aussi. Et personne n'y trouve à redire. Ce genre de format-là, par exemple, faire du DC franco-belge où tu aurais des bonnes histoires de 40 à 80 pages, aux États-Unis, hein, je veux bien dire.
et tu tirerais les prix vers le bas pour attirer les gens et avoir une offre entrée de gamme, ça pourrait être une idée intéressante à développer, tu vois. Et ça, ils ne le font pas, tu vois. Encore une fois, tu pousses ce putain de format numérique qui te saute tous tes frais d'impression, tous tes frais de kiosquier, mais pas de création. tous tes frais de boutiquière. Mais t'en sais rien, comme Mixology original, il y a eu des créations pendant 10 ans, mec, hein. C'est, même Substack, il y a eu des créations numériques, tu vois. Bah oui, mais tu les payes, les Substack. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je veux dire qu'il y a quand même Mais une je dis part. pas que ça serait gratuit. Sur du comics numérique, t'as quand même et notamment si tu parles de l'édition américaine, bah faut payer les auteurs, faut payer les artistes, faut payer les encreurs, les coloristes, les lettreurs, tout ça. Donc t'as quand même une masse de coûts qui fera que de toute façon ta BD numérique, tu vas pas la vendre $2, quoi. Ou alors c'est à dire que tu exploites ceux qui l'ont fait. Non, mais déjà, ce que je veux dire. Si tu coupes les frais d'impression, les frais d'envoi, les frais de distribution. Bah justement, je suis pas sûr que ce soit les plus importants. Dans une dans une création, Coco, faut payer les gens pour la faire, la BD. Mais oui, mais je sais bien. C'est ça qui coûte cher. Tu retires des coûts. Tu étais d'accord avec moi? Tu retires des coûts. Donc oui, mais pas de là à diminuer le prix de vente de moitié non plus. J'ai pas dit de moitié. Tu peux diminuer le prix de vente. Bah attends, mais demandons. Tu vois, il faudrait que tu continues tes podcasts avec les professionnels pour qu'on voit déjà combien ça coûte d'imprimer et de transporter et de livrer et la part par la distribution, etc. T'inquiète, je vais bientôt mettre la main sur des. Je vais aller. Parce que je crois, je sais plus. C'est Delcourt qui a une offre numérique, je crois. Je sais plus, j'avais vu un éditeur qui, grosso modo, passait de 18 € à 13 € pour physique à numérique, tu vois. Ouais. Oui, c'est sûrement Delcourt. Déjà, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, effectivement, t'as pas l'objet, mais tu payes quand même beaucoup moins cher. Ouais, après, moi, ça me fait, moi, personnellement, je préfère mettre 5 balles de plus pour avoir après, voilà, c'est pas une question de philosophie. Je te dis juste qu'il y a des idées à trouver, autres que en avoir moins pour le même, enfin, comment dirais-je, diminuer la taille pour diminuer les prix. Et ça, à mon avis, c'est pas une solution qui rend service à l'objet livre, en fait. Et c'est que mon point de vue, hein, évidemment. Dites-nous dans les commentaires, comme on dit à chaque fois. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que, regarde, par exemple, pour le Arrowsmith qui sort, c'est 23 € la version papier et 16 balles la version numérique. Voilà. Après, c'est un quart, quoi. C'est un quart. Ouais, mais donc tu vois que enfin, ça diminue un peu, mais bon, les gens qui sont attachés à l'objet matériel, ils sont pas prêts à se dire, mais ok, du coup, enfin, ça va être dur d'intégrer, de payer pour du démat quand même plus de 10 €, tu vois. Bah, dans le jeu vidéo, on y est arrivé, hein. C'est pas pareil. Bah, je sais pas. C'est pas pareil, c'est vrai, les bouquins, c'est mieux en physique, je suis d'accord, c'est beaucoup mieux en physique, mais moi, ça m'étonne quand même que l'industrie soit encore arc-boutée sur les mêmes principes depuis tellement longtemps, alors qu'il y a plein de trucs qui se développent. Mais moi, tout se développe. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais il y a un truc quand même qui est super important par rapport à la BD. Enfin, et ça, je crois que je l'ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé en podcast, mais là, je le vois Frontière, pour préparer le podcast avec Guillaume Singelin, je l'ai lu en numérique. D'abord, pour faire le podcast sur le process et tout ça. Et après, j'ai pu recevoir le bouquin en physique et la sensation de lecture est pas du tout la même. Avant même de parler de la fable, du toucher de l'objet du visuel que ça, juste la taille des planches aussi, d'être condensé sur un écran unique par rapport en fait à des albums qui sont plus grands ou plus petits, ça change tellement de choses. Ça change vraiment ça fait vraiment partie en fait aussi du truc. Tu as raison. Et c'est pour ça que à mon avis, là-dessus, tu as raison. C'est deux expériences très différentes. Je te dis juste qu'il y a d'autres idées qui, à mon avis, mériteraient d'être explorées plutôt que juste le format poche. À mon sens, l'industrie se pose pas les bonnes questions sur comment réintéresser les gens. Et réintéresser les gens avec la question du prix, elle me paraît essentiel. Il y a d'autres trucs à trouver, d'autres formules à réfléchir. Après, franchement, j'ai l'impression vraiment que les Big Two, à part juste faire des numéros 1 et des variantes, ils savent plus comment doper les chiffres et faire de la croissance artificielle. Il faut prendre des risques. Ouais, faut prendre des risques, surtout créativement. Je pense que si les séries étaient vraiment unanimement bonnes, le bouche à oreille, c'est toujours un vecteur quand même ultra puissant. On voit bien là avec le consentement ce qui se passe en France sur un film qui va un démarrage. Le film, pas le concept du consentement. Oui. Non, mais sur le film qui démarre somme toute lambda et puis qui d'un coup, parce que le bouche à oreille, parce que phénomène sur les réseaux et tout ça, en fait triple ses entrées en 3 semaines. Après là, c'est vraiment accidentel. C'est des gamins sur TikTok qui se filment moi avant de l'avoir vu, après l'avoir vu. Ouais, mais ça participe. Ouais, mais c'est pareil. Mais je sais bien que personne ne ferait. Enfin, je pense pas que quiconque ferait ça, mais tu pourrais très bien dire moi avant d'avoir lu Ultra Méga 1, moi après l'avoir lu et que ça entraînerait un truc comme ça, tu vois, ce serait mortel. Avant après le twist, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as plein de trucs à faire. Techniquement, Invincible, les ventes de comics ont été dopées par la série parce que les gens connaissaient pas. Ils ont vu le premier épisode, ils ont fait c'est quoi ce truc? Tu te souviens les Mignons aussi? Ouais. T'avais plein d'ados qui étaient gamins pendant le Mignon 1 qui allaient le voir en costume avec des positions ultra sérieuses
Et ça avait fait un phénomène de fou Ouais, sur ouais. TikTok. Mais tu vois, il y a des trucs en fait pour attirer l'attention et effectivement, il y a la question du prix, elle fait partie intégrante de l'ensemble des discussions. Mais pareil, tu vois, je veux dire, moi, on me dit, tiens, regarde le Captain Marvel 1 dont on parlait avant, on me le propose à $1, €1, je le prends pas non plus. Tu vois, j'y retourne pas en Ouais, tout cas. ouais, Même si on me l'a totalement. proposé, même si je me dis, ah, trop bien, j'ai lu le Captain Marvel 1 à €1. Bon, bah, c'était bien de la merde. Désolé, je me casse, tu vois, j'y retourne pas. Donc, en vrai, c'est pour ça que y a pas que ça. Mais bon, justement, puisqu'on parle de défaut de créativité, de crise de créativité, notamment dans les Big Two, c'est le moment parfait pour aller parler de Marvel, puisque ils oui. ont annoncé la 4e mini-série Edge of Spider-Verse en 2 ans, là. Ouais. Ou un truc comme ça. Ah non, Encore. mais attends, plus que ça, parce que... Ah, moi, non, pardon. Ouais, Non, si non. on compte pas la série de Dan Slott, du coup. Non, mais en plus, c'était End of Spider-Verse, enfin, l'arc. Oui, ok, Non, mais là, je te parle vraiment, la haine de rien du tout. je te parle vraiment juste des arcs, enfin des mini-séries Edge of Spider-Verse dont le concept a jamais changé depuis la toute première il y a 10 ans. C'était de présenter des nouveaux Spiders dans le grand multivers arachnéen. Et en fait, ça continue parce que j'imagine que tant que la trilogie Spider-Verse n'est pas terminée au cinéma, et ben il va falloir continuer de créer des trucs Spider-Verse, quitte à en avoir vraiment jusqu'à vraiment plus soif. Tant Là. qu'ils gagneront le moindre dollar, ils iront, hein, de toute façon. Sauf qu'à un moment où même si le concept il est fun, même si c'est marrant de s'amuser à créer des machins, il y a un moment où ça tourne quand même en Mais fait surtout, ça tourne à vide. Surtout qu'en plus, hein, encore une fois, ça participe du même truc qui est, il y a trop de Spider-Man et Marvel, manifestement, a décidé d'écœurer pour de bon les lecteurs classiques de Spider-Man qui se trouvent bombardés de propositions absurdes, non-sensiques, de mauvaise qualité tous les mois. Donc, pour rappel, Dan Slott qui était revenu avec une série régulière Spider-Man, juste titrée Spider-Man, dans l'idée de finir le Spider-Verse. C'était la promesse, c'était le communiqué de base, c'était on va finir Spider-Verse. Mais là tu n'y as jamais cru. Tu sais bien que moi, je c'était me suis posé la question, genre, ce qui va pas en rapatrier certains sur la Terre principale, parce que si tu veux qu'ils en fassent maintenant, il y a tellement de Spider-Verse, Spider-Man, pardon, et Women à travers le multivers, ils auront pas tous une série à eux. T'en as qui sont vraiment très jetables en plus, hein, quand même. Moi, je me suis dit peut-être qu'il va créer une Terre Spider, où tous les Spiders vont arriver ensemble, et nanana. Au final, non, c'était la déesse des guêpes qui faisait muter les Spider-Man avec qui les trucs de coupait, guêpes. voilà, et qui les coupait de la toile de la vie et du destin. Voilà, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Et donc, bon, spoiler alerte, le Spider-Verse survit, évidemment. Et là, Spider-Boy apparaît. Il dit, mais les gars, j'étais là depuis le début. Et après, on l'a mis sur 4 variantes depuis qu'il est apparu. Et il a sa série. À lui, voilà. Donc, déjà, ça, c'est qui vient de démarrer d'ailleurs, faudra du forcing de Foley. Et donc là, effectivement, il réannonce, alors qu'il n'y a pas a priori de crossover qui est annoncé, mais ça arrive, bébé, t'inquiète pas, une nouvelle série Edge of Spider-Verse qui sera la rampe de lancement vers le prochain crossover Spider-Verse, qui sera donc le 4e depuis 2015, 2016. Mais surtout qu'il y a une accélération, en fait, une concentration de ces titres sur les 3 dernières années. Oui, tout à fait. Et en plus, voilà, il y a eu plein de spin-offs, plein de séries, de mini-séries, etc. Puis il y avait les Spider-Geddon et Edge of Spider-Geddon, si on rajoute tout ça, en fait, ouais, voilà, ça fait vraiment énormément. Donc là, en l'occurrence, on part sur un projet avec 4 numéros et 2 histoires à chaque fois, donc 2 nouveaux Spider-Man à chaque fois. Le premier étant Weapon 7, rappelez-vous, le programme Weapon Plus de l'armée américaine qui était créé pour créer Captain America et ensuite pour essayer de le reproduire quand il a disparu dans la glace, où il y a eu le Man-Thing avec des Kalash, il y a eu Nuke, il y a eu Wolverine évidemment qui était le Weapon X. Et les Weapon H aussi là. Weapon H, bien sûr. Et dans cette version de la réalité, tu as en plus, et la brute force. Et dans cette version de la réalité, tu as donc eu un Weapon 7 qui était donc Cyclope avec les pouvoirs de l'homme araignée. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, en fait? Est-ce que le dealer de Niclo veut sa mort? Est-ce que vraiment il y a un problème mental? Est-ce qu'il faut pas le voir comme une sorte d'appel au secours d'un éditeur qui clairement est en burn-out, a envie de se faire virer, n'y arrive pas? Parce que ça marche, mais ce qui est triste, c'est que le public, en tout cas une partie du public répond quand même présent au rendez-vous. Ben, moi je suis d'accord, mais c'est chaud quoi. Mais dans ce cas-là, mais n'importe quoi. Ben Wolverine, Spider-Man pendant. C'est comme ce que tu disais sur les mecs qui se plaignent sur Internet. Là, c'est clairement ce qu'on fait. Et a priori, clairement, notre réception de ces trucs-là n'est pas du tout celle d'un lectorat plus généraliste. En tout cas aux États-Unis aussi. Ouais, peut-être qu'aux États-Unis, vraiment, ils ont vu le truc, ils se sont dit. Waouh, Cyclops avec les pouvoirs de Spider-Man, putain, j'en veux 12. Il va chasser Wolverine. Ouais, trop bien. Mettez-moi-en 2 kilos et 3 variantes, s'il vous plaît. Non, mais... Et du coup, l'autre Spider-Man en question, c'est le personnage, j'ai oublié son nom. C'est la Spider-Woman virtuelle. Parce qu'elle vient d'un futur où, en fait, les gens se connectent au métaverse. Ouais. Zuckerberg a réussi.
Et du coup, en fait, elle chasse les criminels dans le métavers. En Donc, NFT. c'est une cyber spider, Avec spider des- bite. Ouais, avec des toiles en NFT, quoi. Voilà, spider bite avec un Y parce que c'est trop cool, tu vois. Yes. Et voilà, moi j'ai envie de mourir. En fait. Mais en fait, J'en peux plus. en fait, c'est toi, c'est toi les appels à l'aide qu'on entend. Mais c'est ça, mais depuis qu'ils ont ramené Dan Slott, alors que moi en plus j'ai été un Dan Slott apologiste parce que je trouvais vraiment malsain la façon dont ils ont piétiné son run et tout. Depuis qu'il est revenu, il fait horreur sur horreur, quoi. Le Superior Spider-Man qui revient. Ah putain, puis j'ai lu le manga, la Octopus Girl, là, le manga avec Octopus qui est dans le corps d'une gamine, c'est de la merde. Ouais. C'est honteux, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est même pas, il y a même pas de blague marrante à faire en fait. C'est juste mauvais. Et à côté de ça, donc il y a Superior Spider-Man qui revient, il y a Spider-Boy, il y a la série Spider-Man elle-même qui est en train de devenir plus canonique qu'Amazing Spider-Man parce que du coup elle amorce des events contrairement à Amazing Spider-Man. Au secours, laissez-moi respirer. Moi j'aime bien Spider-Man, j'aimerais bien être heureux en 2023 s'il vous plaît. Donc voilà. Ça fait quelques années que pour les lecteurs de Spider-Man régulièrement, c'est pas bien, quoi, en fait. Justement, oui, c'est pas bien, ouais. Mais c'est pour ça, mais pourtant le titre vend toujours parce que les gens, ouais, c'est ça, ils restent attachés à la marque, vraiment enfin, forcément tu kiffes Spider-Man, tu vois, c'est de la même façon que Batman, tu kiffes Batman alors que pareil. Actuel est pas, oui, mais non, mais depuis 3 ans, depuis la fin de Tom King, bah faut que je vois passer parce que là le second tome qui vient de sortir chez Urban, l'arc là, où ça réinvente du coup une Gotham City qui a pas eu de Batman et ça fait du clin d'œil à Grant Morrison mais sans jamais atteindre la cheville de l'intelligence du run de Morrison. C'est compliqué, quoi. Alors je trouve que c'est un peu mieux quand même que parce qu'en fait moi j'aime pas, je trouve que c'est pas réussi. Je vois l'intention et je trouve que ça va quand même mieux dans la Gotham War, mine de rien, malgré tout le côté crossover un peu vain, mais je trouve que quand même, tu vois, il y a des intentions et que je comprends où ce que Zdarsky veut aller, même si trébuche, alors qu'avant chez Tynion et Williamson c'était juste que c'était vide. En fait, je disais le truc, je disais je n'ai rien appris, je n'ai rien lu, je vois des nouveaux personnages, c'est juste des chara design Fortnite et voilà, je vais pas plus loin. Donc là je trouve que c'est plus intéressant de me dire j'aime pas ce que je lis mais je comprends pourquoi je n'aime pas et qu'est-ce que l'auteur a voulu faire, alors que c'est vide. Là clairement avec Spider-Man on est aussi dans une période de Batman, vide. t'as encore régulièrement à bouffer avec des mini-séries qui sont ouais non mais parce que alors que Spider-Man, même ça, genre Friendly Neighborhood, ça n'existe plus. Non-stop, ça n'existe plus. Non mais t'as Spine Tingling Spider-Man qui est le truc un petit peu horrifique avec Juan Ferreira qui est quand même pas dégueulasse. Okay, ça quoi, j'ai tu pas vois. encore rattrapé. T'as le Spider-Man Reign 2 qui va arriver aussi. Mais enfin je veux dire, même cette offre-là, Miles Morales, c'est pas bien. Il y a plus de série Spider-Gwen. Miles Morales, la nouvelle série, ça va. Franchement, quand tu passes après Saladin Ahmed, de toute façon c'est pas compliqué de faire un peu mieux et que Cody Ziegler, c'est en tout cas le premier album là qui arrivera en début d'année prochaine chez Panini. Franchement ça va. C'est vachement agréable, c'est bien plus agréable à lire. Mais le truc, c'est que j'essaie même avec le retour de me revoir les Ultimate Spider-Man avec Miles Morales de Bendis pour voir aussi qu'est-ce qui faisait le sel. Et c'est vrai que c'est compliqué de garder cette fraîcheur. En fait, quand le personnage a 10 ans, en fait, tu l'auras plus de toute façon. Donc, comment t'essayes de maintenir quelque chose? Je sais pas, franchement, Peter Parker, il a commencé, il avait 16-17 et il a été cool pendant très longtemps. Dans le run de Straczynski, bon, j'aime pas ce run, mais il était encore assez frais, c'était encore assez cool et pourtant il était à la fac, tu vois. Non, moi je pense que c'est juste qu'ils savent pas écrire Miles Morales, c'est parce qu'ils sont pas faits pour ça en fait. Et tu vois, de la même façon là, Spider-Gwen, qui était une super série à une époque, depuis qu'ils ont fait Gwenverse, là il y a eu la nouvelle mini-série Spider-Gwen, sur laquelle Joffo a travaillé d'ailleurs. C'est de la merde. Enfin, amour à Joffo et amitié à Joffo, mais la série elle-même, c'est genre, et si en fait les vilains de Spider-Gwen c'était Spider-Gwen, t'as une Spider-Gwen de Dr. Octopus et tout, enfin t'es en mode, mais pourquoi, depuis quand est-ce qu'il faut absolument que ce soit des clones partout? Pourquoi Miles Morales, il a ses clones à lui? Pourquoi c'est toujours du multivers? Pourquoi c'est toujours des variants, etc.? Mais juste, vous pouvez pas me faire une histoire sympa où elle affronte son équivalent du bouffon vert et tout. Enfin, c'est vraiment un pôle, moi, que je comprends pas que ça continue à fonctionner. Hein. Ouais, parce que la marque est plus forte que les auteurs et que les idées. Mais justement, par rapport à ça, t'as quand même un Spider-Man marié avec 2 enfants qui va débarquer pour la relance de Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman et Marco Checchetto, quand même, qui reprend l'idée tué depuis maintenant pas mal d'années après Spider-Man One More Day, qui était donc Spider-Man et Mary Jane Watson se marient, vivent heureux, ont des enfants. Alors il y a plusieurs versions de la fille, il y a May Parker, je crois que c'est May Parker, qui est Spider-Girl dans le canon principal. Voilà. Et donc là en fait il y aura 2 enfants, il y aura aussi un gamin, peut-être qu'il s'appellera Ben aussi. Franchement, entre May et Ben, c'est à peu près certain. Enfin, je sais pas, ce serait le pari un peu facile à faire. Mais c'est logique, dans le Spider-Man d'Abrams, ça s'appelait Ben aussi, non? Oui, remarque, oui, crois, ouais, faudrait que je l'ai plus en C'est tête. classique, celui-là chez les ricains, tu donnes le prénom du grand-père et puis voilà. Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on en pense quand même de cette inspiration Peter B. Parker au final maintenant, je peux vous spoiler Ultimate Invasion puisque les événements qui sont dedans concernant Spider-Man sont annulés de fait parce que Marvel a spoilé l'identité. Je ne pensais pas que ce serait Peter Parker parce que l'introduction d'Ultimate Invasion montre le Maker qui va sur Terre 61-60, qui est donc la nouvelle Terre Ultimate. Et en fait, au moment où Peter va se faire piquer par son araignée, le Maker intervient et empêche la piqûre. Dans l'idée de dire que en fait, c'est l'architecte de cette nouvelle réalité. Les héros, ça l'emmerde, donc il va tous les coq-blocs les uns après les autres, à commencer par Spider-Man. Et du coup, c'était assez intéressant parce que tout le monde se disait, mais qui va être le nouveau Spider-Man puisque le Maker a empêché son apparition. Et là, a priori, donc, ce qui est le plus logique, c'est qu'en fait, tu peux pas arrêter le destin, on va dire, que Peter finira bien par être mordu par une araignée, quelle qu'elle soit, ou pas d'ailleurs, parce qu'au départ, c'est quand même le totem de l'araignée, hein, si on en croit le canon officiel dans le Spider-Verse, c'est des totems, c'est pas juste des résultats d'accidents malencontreux. Et en fait, il finit par devenir Spider-Man plus tard. C'est plutôt intéressant, je trouve, parce qu'il y a quand même eu un bon temporel entre le début d'Ultimate Invasion et là où on en est actuellement. Ça passe vraiment pour une sorte de cadeau aux fans, justement, du run de Straczynski, à mon avis. C'est vraiment genre, dans la version de la réalité, vous aurez jamais sur 616 Peter Parker qui vieillit. Mais ce qui est marrant, c'est que idéologiquement, par rapport à la promesse du premier univers Ultimate qui était de ramener des gens un nouveau lectorat pour des gens qui voulaient pas s'embarrasser, là, par contre, t'as l'impression que c'est un Ultimate à l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour tous ceux qui se seraient barrés après Straczynski, pour leur dire, mais revenez, en fait, on va vous donner ce que vous avez pas eu de droit il y a 20 ans. Hein. Mais philosophiquement, c'est intéressant, parce qu'en plus, Hickman, il avait dit, l'idée, c'est de créer comment dirais-je, un monde Marvel plus actuel, plus moderne. Et c'est vrai que le fait que Peter soit bloqué dans une espèce de stase temporelle entre 19 et 26 ans depuis 80 balais, hein, on va dire, grosso modo. Enfin, 60 balais, j'exagère un peu. Là, lui, il répond directement en disant, en fait, imaginez qu'on compte la vraie suite de cette saga-là. Et que ce soit pas juste la story. Pas juste Renew Your Vows, qui est juste une terre parallèle qui a eu droit à 3 tomes, je crois. Mais en plus, d'ailleurs, c'est pareil, dans Renew Your Vows, les gamines deviennent très vite adolescentes. Donc là, c'est vraiment un monde plus actuel. Ça peut être aussi, vu que le lectorat de comics, il est plus âgé, un personnage qui leur ressemble, un père de famille, qui élève ses gamins, tout en étant un super-héros. C'est super intéressant, moi, je trouve. Effectivement, je pense que c'est vraiment le truc que beaucoup de fans attendaient depuis très longtemps. Après, Hickman sur Spider-Man, on sait pas ce que ça vaut. Hein, et combien de temps il va rester. Hein. Voilà. Mais c'est super cool. Et à côté de ça, juste rapidement, on a eu les premières annonces pour le Ultimate X-Men de Peach Momoko avec Mayweather, non pas Mayweather, ça c'est un boxeur. Mais Tempête, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, un personnage que Momoko avait créé pour une couverture variante, qui est une sorte de tornade, de storm, version japonaise. C'est Armor et Maystorm. Voilà, Maystorm, voilà. Et Armor, effectivement, qu'on avait déjà vu sur la couverture. Donc Armor, qui était de base un personnage japonais créé par Joss Whedon dans Astonishing X-Men, et qui, évidemment, Peach Momoko étant japonaise et voulant à chaque fois se raccrocher à une héroïne qui lui ressemble, comme pour Mariko dans les Demon Days, a été prendre une héroïne japonaise. Et de ce qui a l'air de transparaître, on va suivre une jeune bande d'adolescents qui vont être des mutants au Japon, à Tokyo, donc comme on l'avait dit, dans l'idée d'ouvrir un petit peu le spectre de l'univers Ultimate en dehors des États-Unis. Parce que les premières séries de l'univers Ultimate de base, c'était ultra ricain. C'était Avengers, enfin Ultimate, c'était X-Men, c'était Spider-Man et Fantastic Four, c'était tout aux États-Unis. Là, on a Black Panther en Centrafrique, on a X-Men au Japon et on a Peter Parker aux États-Unis. Parce que, encore une fois, la promesse d'Ultimate Invasion, c'est imaginer qu'un conseil secret façon Illuminati gouverne le monde, mais tout le monde, pas juste les États-Unis et la Lasverie. Ce qui change un petit peu. Donc on voit un petit peu mieux comment Hickman compte organiser sa saga, avec des trucs qui limite vont pas se croiser pour l'instant. Tu vois vraiment une saga Spider-Man, une saga X-Men, une saga Black Panther. Et moi, ça me va très bien, ouais. Une saga sud-américaine, il y a des trucs à faire, tu vois. Donc moi, franchement, je suis toujours aussi chaud. Et les designs de Momoko, ils sont hyper cool en plus. Peut-être que ce sera vraiment le truc qui va pas sauver Marvel, mais qui va en tout cas redonner un plus grand intérêt et un plus grand écho en fait d'un point de vue purement comics et quelque chose sur lesquels en fait les lecteurs VO va pouvoir s'impatienter et par extension après aussi le lectorat VF quand ça arrivera quoi. Ce sera peut-être voilà un truc sur lequel on peut miser. Ensuite, Corentin, du coup on en a pas fini pour la partie comics, donc on va pouvoir faire la petite partie écran, même s'il y a quand même un gros sujet qu'il faudra aborder, mais dans l'ensemble le reste c'est plutôt court. En tout cas du côté de la télévision, une bonne nouvelle peut-être, c'est qu'il y a un showrunner vraiment qui a été mis en place pour Daredevil Born Again. On vous en a parlé.
la série en fait a été remise à zéro tout simplement, c'est-à-dire que pendant la grève des acteurs et des actrices et des scénaristes, ils se sont penchés pour regarder ce qu'ils avaient déjà tourné, donc la moitié de la série, puis il y a quelqu'un avec un peu une petite ampoule allumée dans son cerveau qui a fait mais c'est nul, Mais attends, mais on va pas sortir ça enfin, et c'est même pas c'est nul, c'est enfin ça marche pas, non mais ça marche pas, c'est du procédural et on va pas Daredevil en fait. ah oui c'est ça, c'est Daredevil, apparaît que l'épisode 4, enfin le costume Daredevil, et en fait c'était vraiment une semaine une affaire judiciaire, une semaine une affaire judiciaire. mais moi ça me oui, moi ça m'allait aussi, mais ça justifie en plus le compte de 18 épisodes qui a priori disparaît complètement là. ouais. On sait même pas combien de temps. Enfin, de toute façon, Marvel Studios, on va y revenir sur le cinéma, mais sur les séries télé, ils sont aussi en mode, en nouvelle réflexion du genre, merde, en fait, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des séries, en fait, que nos séries ressemblent vraiment à des séries, parce que c'est un reproche qui avait été fait, et au final, la seule série qui ressemble vraiment à une série, bon, t'as What If un petit peu, parce que c'est constat même d'avoir une histoire différente à chaque épisode, mais sinon c'est She-Hulk, en fait, parce que tout le reste, c'est à chaque fois, c'est des intrigues de films découpé en 6 épisodes. Enfin, ceci dit, dans WandaVision, il y avait un côté anthologique. WandaVision aussi, un petit peu, oui, concept et tout. C'est vrai. Parce que t'avais ce concept de réalité qui s'y plaise aussi. Loki, mais je veux dire que l'intrigue, quand tu pars des clins d'œil aux séries télé, l'intrigue en tant que telle de juste aller chercher Wanda dans un village où elle a foutu la merde, c'est un film. Oui, tu vois. ça finissait par le combat automatique du personnage qui a les mêmes pouvoirs que l'héroïne. Voilà. Falcon et Winter Soldier, c'est un film. Un mauvais film, ouais. C'est Hawkeye, c'est un film de Noël. Un téléfilm de Noël nul. Voilà. De Disney+. Il y avait quoi Loki, c'est un bon film de SF, mais ça reste aussi quand même assez filmique. Il y a pas de narrativité feuilletonnante en fait. Ouais, c'est ça. Donc ils essaient de changer la chose. Peut-être que ça va le faire pour Daredevil. Et en tout cas pour Daredevil, du coup, ils ont employé un showrunner. Tout à fait. On en revient donc à faire des séries de streaming, des séries télé aussi, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Exactement. Il s'appelle Dario comme le chat. Scardapan, attention, on ne pas confondre avec Sarbacane. Mais donc oui, c'est un mec qui a travaillé sur la saison, enfin les 2 saisons, je crois d'ailleurs, de Punisher à l'époque de Netflix. Punisher. Oui, moi, on va pas recommencer. C'est donc plutôt une bonne nouvelle dans le sens où il a travaillé avec Marvel Television à l'époque et que je pense que Kevin Feige commence un peu à baisser les armes en admettant qu'en fait il y avait plus sa stratégie, ouais. Il est plus d'engagement sur les séries Daredevil, Punisher et elle était mieux accueillie en fait simplement que. Mais parce qu'elle était mieux, enfin les deux premières. Mieux, oui. Après moi je l'ai aimé jusqu'au bout, hein, j'ai aimé les 3 saisons. Pareil. Mais la première saison quand même t'avais le sentiment, même quand tu regardes maintenant avec du recul, bon voilà c'était clairement pas The Raid non plus, mais t'avais quand même une appétence pour la direction, pour les combats, pour le générique le générique reste toujours génial. Le générique était génial. L'épisode où tu sais l'épisode 5-6 je crois où il est dans la Casbah avec le sniper, qu'à l'époque on pensait être Bullseye parce qu'il avait la carte et tout, et où il a Kingpin au téléphone, no you're not gonna do anything. Non, et puis super bien. Et puis Donofrio était un très bon Kingpin aussi. Oui, non, mais le casting est putain, maintenant je me rappelle qu'ils l'ont fait revenir en chemise hawaïenne dans putain. Oh là là. Mais on va pas y penser. Ouais, on arrête. Mais après en tout cas Donofrio lui il avait l'air confiant. Il a dit écoutez, pas de scandale, c'est normal, effectivement la série prenait pas une bonne direction. Maintenant on va se reconcentrer. Il a quand même quitté les réseaux sociaux. Ah ouais? Ouais. Ah putain, j'ai pas suivi ça. Il a quitté après, mais parce que justement, mais je pense qu'il aurait pas dû l'ouvrir parce qu'après tout le monde lui est tombé dessus un petit peu, ou en tout cas lui l'a harcelé de questions. Donc je crois qu'il a juste dit vas-y. En fait, quand même, le mec il a toujours défendu le projet depuis. Non, mais bien sûr, mais c'est plus dans le sens qu'en fait, de toute façon, c'est un des problèmes généraux avec tout ça, c'est faut laisser les gens bosser. De façon générale, c'est comme James Gunn en fait qui avait dit et pourtant qui finalement l'a pas fait, qui avait dit qu'il arrêterait de répondre à toutes les questions et toutes les rumeurs à la con. Et au final, il s'est lui-même jeté dans un engrenage stupide. Je pense que c'est un exutoire pour lui, par contre. Hein, mais je sais pas. Parce qu'il a pas envie justement de finir comme Snyder ou comme en fait tous les mecs qui bossent sur Warner Bros à tomber dans le truc de laissons les trollers parler et en fait après il se monte un petit phénomène, etc. Ouais. Mais pour Daredevil, du coup, effectivement, donc on a Dario Scardapan qui va prendre les commandes de l'écriture et 2 metteurs en scène. Alors c'est beaucoup moins une bonne nouvelle à mon sens. Justin Benson et Aaron Moorhead qui sont un duo, mais ils travaillent régulièrement ensemble. Ils ont travaillé sur la série Moon Knight qui, à mon sens, la pire série de Disney+ avec Hawkeye. C'est vrai, mais ils ont fait des bons films ensemble, donc ils ont fait des bons thrillers ensemble, effectivement. Something in the Dirt, Synchronic Spring, c'est des champions en fait du thriller indé. Ouais. Mais ceci étant, ça c'est pareil, c'est une drôle de parce que Scardapan, donc c'est pas un mec qui a bossé sur Daredevil, il a bossé sur Punisher qui était un thriller militariste. Qui manque un peu de Punisher quand même. Post-Afghanistan et tout. Oui, non, mais clairement. Hein. Avec justement du complot, de machin, c'est un ancien de telle task force, etc., etc. Et on prend aussi 2 mecs qui font du thriller. Alors, ils vont pas reprendre la série à zéro, contrairement à ce que le THR avait dit. Oui. Parce qu'il y a une base d'épisodes qui va être gardée. A priori, au moins 4 épisodes vont être vraiment gardés.
En fait, c'est le matériel de ces épisodes qui va être gardé, mais concrètement, l'orientation générale fait que c'est quand même une remise à plat, tu vois. En fait, ils ont tout un sac avec plein d'éléments. Ils vont utiliser telle scène à tel endroit, ils vont rajouter une scène là, une scène là, une scène là, ils vont rajouter du Daredevil en costume. J'ai trop peur que ça fasse quand même que le patchwork soit visible, quoi. Mais après, s'ils le tournent directement, ils auront juste une pause de 6 mois, quoi. Donc c'est pas énorme, tu vois. C'est pas genre le cas Fantastic Four, le reboot, où on change la perruque de l'actrice parce que machin, tu vois. Et puis ça reste tourné à New York. Les décors vont pas changer non plus en 6 mois. Moi, ceci dit, je suis quand même assez content globalement parce que effectivement, et je suis d'accord avec Donofrio, en fait, il vaut mieux que Marvel se rende compte qu'ils font une connerie avec Daredevil après prod, ouais, qu'avec avec Moon Knight. Justement, ils auraient dû se rendre compte, pour moi, par exemple, parce que c'est des personnages qui sont super précieux, qui sont uniques aux comics. Il y a que un Daredevil et c'est pas pour rien que c'est le personnage le plus populaire de la ligne Street, ou l'un des plus populaires chez Marvel en général, l'un des mieux traités, celui qui a eu certains des meilleurs runs en général. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le foirer. Et déjà, ça veut dire quand même que si Kevin Feige est prêt à revoir toute la stratégie des séries télévisées parce que Daredevil ne marche pas, c'est quand même un gage de qualité, tu vois. Après, je peux aussi penser qu'il a pas forcément eu une épiphanie créative et que en fait, il a reçu un coup de fil d'un mec plus haut placé que lui. Hein. Franchement, peut-être un peu des deux, parce que mais de toute façon après on va faire après le point Marvel Studios. Hein. Mais grosso modo, voilà, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Oui, moi j'aurais envie d'y croire parce que moi de toute façon j'essaie toujours de voir le verre d'eau à moitié plein. Ouais. Je crois. En tout cas sur ce secteur-là. Peut-être pas pour tout, mais sur ce secteur-là. Mais à côté, Superman et Lois qui prend fin à la 4e saison. Pas de surprise. En l'occurrence, j'ai vu des gens être très déçus. Mais ça fait en fait, vraiment, on le savait, quoi. Enfin, il y avait pas grand espoir parce qu'ils t'annoncent qu'elle est renouvelée quand même pour une 4e saison, mais on dit bon, ça fera que 10 épisodes. Bon, et la moitié du casting régulier, elle est plus régulière. Bon, et du coup, l'équipe de scénaristes, elle est réduite de moitié aussi. Bon, et le budget, de toute façon, il est revu à la baisse. À quel moment, enfin, tu sais, c'est vraiment, t'es là, vraiment, enfin, l'image, je suis désolé, c'est peut-être lugubre, mais c'est un malade en phase terminale où on lui débranche tour à tour tout ce qu'il maintient en vie, et là, ils viennent juste d'officialiser le fait qu'on va l'euthanasier, quoi. Enfin, Merci pour cette belle image. Bah oui, mais écoute, c'est l'humeur du moment. Mais non, pour moi, c'est pas que ça. C'est juste, James Gunn, il avait dit, on laisse la série exister tant qu'on n'a pas le film Superman qui arrive. Il arrive l'année suivante. Enfin, oui, t'as aussi ça. Logique, en fait. Il a dit, tout ce qui était là avant moi va s'arrêter. Point. On va juste garder Peacemaker parce que c'est à moi et Harley Quinn parce que j'ai joué dedans, c'est tout. Après, oui, tu t'étais bien d'accord qu'il y a quand même que les problèmes de coexistence de personnages sur petit et grand écran, c'est un faux problème, donc c'est un peu dommage parce que c'est une bonne série. Que ce soit dommage, c'est un autre problème. Moi, je suis d'accord. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs à l'époque. Je pense pas que ça aurait gêné qu'ils continuent Superman et Lois pendant 3-4 saisons de plus. Par contre, en vérité, il l'a annoncé. Là, c'est juste une officialisation, comme tu dis, de truc que tout le monde savait déjà. C'est plutôt genre. Tu vois bien qu'il y a quand même des gens qui sont un peu surpris. Tu reçois des eviction notices tous les jours et un jour la banque sonne à ta porte pour te dire on récupère la maison. T'as envie de, c'est pas une surprise. J'avais été prévenu qu'il y avait un nouveau propriétaire. Il m'a appelé, il m'a dit frère attention, on va s'installer tel jour. J'aime bien comment le sens des métaphores de chacun on dit non sur toi on sent le mec a des galères de pognon. Voilà sûr. Et moi juste que j'ai peur de crever. T'as peur de la mort. Voilà. Mais donc voilà, pour moi c'est triste effectivement, mais c'est pas forcément une. Et puis je verrais bien d'essayer lui faire un petit comics bonus comme pour Smallville. Ouais, c'est nul. Pourquoi? Oh, les comics dérivés de séries comme ça là, mais vas-y. Ouais, mais il y a un vrai amour dans cette série là quand même. Oui, mais justement, c'est pour ça, donc faites la série. En plus, lisez la série de Thomas C. Gleason. Si vous aimez Superman et Lois, c'est déjà vachement bien. Allez, du côté du cinéma, une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Meilleure nouvelle d'ailleurs de ce podcast, je pense, clairement. Samaritan 2 annoncé chez Prime Video, la suite donc du Samaritain avec Sylvester Stallone, ce film de super-héros assez exceptionnel avec le Bane du pauvre dedans qui fait des moulinets avec son marteau magique. On vous renvoie vraiment, c'est le film, là c'est vraiment l'essence même du podcast on screen, du film que vous n'avez pas vu, que vous ne regarderez pas. Mais vous l'écoutez, ça dure qu'1 heure avec Splinter et en vrai vous passez une super heure parce que on se marre comme des porcs et vraiment c'est trop bien, ce film est tellement nul. Il est content. Bah oui, c'est vraiment ça, c'est Sylvester Stallone et le marteau magique quoi, c'est génial. Tu l'as mise dans le conducteur juste pour pouvoir dire on refera un podcast comme ça quand le film. Ah bah c'est sûr, mais c'est évident, mais c'est bien sûr. Donc voilà, donc en gros le pitch. Pas Momoko pour le coup, c'est vraiment donc Sylvester Stallone qui est un clodo qui fait de la récup de vieux trucs sales cassés dans la rue, voilà, qui est à la retraite.
mais voilà, mais dont on découvre parce qu'il vient en aide à un jeune garçon insupportable du même quartier, et que en fait c'est potentiellement peut-être un vieux super-héros qui aurait disparu il y a 10 ans dans une bataille contre son arch-némésis, tout ça. En parallèle, donc il y a Pete Westbeck qui joue un voyou qui récupère, en fait je crois que c'est l'arme de l'ancien super méchant, donc le marteau magique, et qui s'improvise Bane du pauvre, mais en faisant un discours genre we're gonna take back this city. Sauf qu'il le fait sur une voiture cassée face à 10 pélos, donc ça n'a aucune envergure, c'est ridicule. Et puis il se bagarre, il y a un twist parce que forcément il faut un twist, et voilà, c'est une franchise, il faut une suite parce qu'apparemment ça a fonctionné comme sur Prime Video. Sylvester Stallone est de retour, Julius Avery je crois qu'il est aussi de retour à la réalisation. Formidable. Donc ça va être nul. Julius Avery, putain, carotte de l'univers. Ça va être vraiment nul, mais on sera, comme dit, on se donne rendez-vous donc pour le podcast avec Splinter. C'était juste pour ça qu'on en parlait. Voilà. J'avais rien à dire. Toi, tu l'as même pas regardé. La fin de carrière de Stallone m'attriste profondément. Elle est triste, elle est un peu triste, effectivement. Refaites-nous un Rocky 8 ou je sais pas quoi. Ramenez-le dans Pourtant, les Rambo, en plus, le Rambo était pas mal, je trouvais. Les Rambo, t'as le 1 et le 4. Hein. Non, après c'était devenu hyper réac, non, avec le Rambo Blood machin là. Le dernier, oui, ouais. avec les cartels, face à Maman j'ai raté l'avion là. Ouais, mais après moi j'aime bien juste parce que ça défouraille quoi. Donc voilà, je suis pas. Ouais, non, mais c'est de la merde. Enfin, oui, Rambo 1, c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un film où Rambo il bute des flics et tout, où c'est vraiment genre un propos sur. Ah bah super, le propos anti-flic. Mais non, mais je veux dire, c'était un film ultra contestataire à son époque. C'était pas du tout un film de militariste comme on l'imagine. Les gens qui parlent de Rambo en imaginant que c'est un gars qui va dans la jungle pour tuer des Viet Cong, c'est pas le cas du tout. Le premier Rambo, c'est un mec qui déteste la guerre, traumatisé. C'est un propos sur le PTSD. Ça n'a rien à voir avec le côté hey, on retourne au Vietnam pour gagner la guerre, colonel. Ça n'a rien à voir. C'est le personnage des Guignols de l'info, c'est une version caricaturale de Rambo 3 déjà. Rambo 3 qui est une bonne comédie, ceci dit. La lumière bleue, qu'est-ce que ça fait? Du bleu. Voilà, réplique incroyable. Mais par contre, Rambo 1 et Rambo 4, ils sont canoniques et admis par l'auteur qui a fait le bouquin Rambo. Mais par contre, non, c'est Rocky, quoi. Stallone, c'est putain de Rocky, bordel. C'est une grande saga du cinéma, Rocky. Et c'est triste de le voir. Déjà, Expendables, moi, j'étais pas fan à part le 2. Je trouve apparemment le mec, apparemment il aurait pu devenir un bête d'acteur dramatique et il a complètement foiré sa carrière. Comme Schwarzenegger, tu vois, Schwarzenegger, sa fin de carrière, elle devient ridicule. Pourquoi je m'énerve comme ça? Il a fait quoi récemment, lui? Je crois qu'il avait fait une série d'espionnage, un truc comme ça. Après, il a pas attendu pendant toutes ces années de gouverneur. Il est revenu faire des films d'action de vieux, en fait. Il a fait un film où sa fille devenait une zombie ou un truc comme ça qui était naze, mais éclaté au sol. Et puis maintenant, il fait plus rien, quoi. Alors que pareil, c'était un bête d'acteur, ce mec. Il a fait des films avec Shane Black, il a fait des films avec James Cameron. Et puis tous ces gars-là, ils ont arrêté de tourner à un moment donné, quoi. Ils se sont juste dit, moi, je suis une masse de muscles, je vais pas me prendre pour un acteur. C'est dommage. Ne sont pas Al Pacino ou Robert De Niro qui veut, hein. Encore que De Niro, il a des bonnes merdes aussi. Regarde Bruce Willis, c'était un acteur physique. Ouais, mais Bruce Willis, il a un problème bien sûr, c'est ce que je veux dire. Bruce Willis, c'est un acteur physique. Il a fait les Die Hard, il a fait des films d'action, etc. Mais il a fait des Tarantino, il a fait L'Armée des 12 singes. Terry Gilliam. Il a fait les Terry Gilliam, il a fait des grands films de réalisateurs aussi. Tu vois, il a réussi à cumuler les deux. Au final, remarque, c'est pareil, quand il a commencé à vieillir, il a fait que les Die Hard à la con et des films russes pourris. Mais donc, oui, enfin, bref. Triste. Allez, toujours du côté de films d'action. Côté du cinéma, donc, on a un problème Jonathan Majors chez Marvel Studios. Alors, on a beaucoup de problèmes chez Marvel Studios de façon générale, mais celui de Jonathan Majors, même si, voilà, donc, que se passe-t-il? Le fait est que l'acteur n'évitera pas le procès. Sa défense a essayé, mais ils ont pas réussi à obtenir un non-lieu parce qu'il y a suffisamment, a priori, selon le procureur. Grâce à un procureur ninja des enfers, il a dégainé des shurikens de non, tiens, j'ai un dossier bâtard de 115 pages que Variety a en partie pu obtenir. Et en fait, ce qui se dit, c'est que donc Grace Jabari, qui donc s'est confirmé, était bien sa copine. Donc c'est bien un cas de violence conjugale domestique. Enfin, domestique, pas à la maison, mais domestique. Elle vit à Londres. Et en fait, pendant le tournage de Loki saison 2, l'année dernière, en septembre, Majors qui était dans le coin, on sait pas ce qui s'est passé, mais Jabari a été admise en soins hospitaliers. Et la police de Londres a bien ouvert une enquête pour cause et blessures. Sauf qu'évidemment, ça prend du temps. Là, l'enquête est encore en cours. Le procureur qui a décidé de pas le laisser partir, hein, cette fois-ci, il a décidé de faire son boulot. Pour une fois, c'est plutôt agréable quand on voit comment certaines affaires comme ça peuvent être réglées en France notamment. Lui, il a dit non, attendez, là, il y a manifestement un dossier. Il a contacté la police de Londres et il a obtenu une copie de l'enquête actuelle. Il a présenté au juge. Et le juge, il a dit, non, par contre, le non-lieu, là, c'est pas possible, les gars, il y a manifestement un pattern de comportement violent. Et donc, ça balaye tout le truc de Priya Chaudhry qui avait fait fuiter dans la presse des SMS de Jabari qui disait qu'elle allait dire à la police que c'était elle qui avait provoqué l'assaut. Et pour les détails, donc, ils sortaient d'une soirée à Brooklyn, ils prennent une bagnole ensemble. Visiblement, Majors reçoit un SMS d'une meuf qui lui dit « tu me manques ».
Jabari veut lui enlever le téléphone, il lui broie la main, il la plaque contre la portière, il s'arrête, la bagnole, lui sort de la bagnole, la meuf le poursuit, lui il la soulève et il la projette dans la bagnole, et du coup là après, des témoins appellent la police, elle va en centre hospitalier, la police arrête Majors. Donc on n'est pas du tout dans un cas où ce que j'ai vu des gens qui disaient à l'époque ouais mais bon, présomption d'innocence et compagnie, non, là c'est vraiment une affaire qui va être beaucoup plus simple et beaucoup moins parole contre parole, parce qu'apparemment il y a des caméras de surveillance, il y a des témoins, il y a une arrestation, il y a un bilan médical. Donc là effectivement Marvel Studios aurait du mal à dire on attend. Bah, le truc, c'est qu'ils ont fait. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'ils sont dans un problème, parce qu'en fait, ils ont attendu. Maintenant, ils se retrouvent, en fait, avec un problème majeur, qui est que, donc, ils ont leur acteur censé être vedette, future star de leur fin 5 et 6, parce qu'il incarne justement Kang et ses multiples variants. Nul, d'ailleurs, ces variants nuls, là. Ouais. Et donc, Ant-Man and the Wasp Quantumania n'a pas super bien forcément fonctionné, mais ça présentait quand même la menace. Apparemment, le final de la saison 2 de Loki, qu'on n'a pas encore vu à l'heure où on enregistre ce podcast et qui n'est pas encore sorti, installe vraiment Kang comme vraiment, voilà, le game changer du futur. Et donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Parce que visiblement, alors il peut se passer tout n'importe quoi, mais même s'il y a au final non-lieu ou je sais pas quoi, s'il est innocenté ou je sais pas quoi, enfin innocenté ça va être compliqué quand même de dire qu'il n'a rien fait, mais s'il est pas condamné, ça va être quand même très difficile pour le studio de passer outre le fait que leur acteur vedette a été quand même mis en procès pour coups et blessures, pour violence domestique. Bien sûr. Et accessoirement, ce qu'expliquait très bien l'article de Variety, c'est qu'ils sont dans la merde à un niveau industriel, parce qu'en fait il y a eu une grève des scénaristes, donc ils ne pouvaient pas réécrire la saison de Loki ou rajouter un bonus qui permettrait de sortir Kang de l'équation. Et actuellement, il y a une grève des acteurs qui fait qu'ils ne peuvent même pas réembaucher, s'ils le voudraient, un mec pour remplacer Kang. Parce qu'ils peuvent pas faire d'appel de casting pour l'instant. Voilà. Donc, en fait, de base, là, en fait, la situation, elle est ultra tendue parce qu'ils ont sorti Loki en parallèle de cette affaire judiciaire. Donc, ils avaient plus le choix. Hein. Sauf que du coup, avec l'état de la grève actuelle, ils peuvent même pas commencer à réfléchir à si on veut le recaster, qui est-ce qu'on prend. Et donc, je pense qu'ils peuvent en discuter. Eux peuvent en discuter. Mais ils peuvent pas faire de process de recrutement ou d'audition. Exactement. Ouais. Et ça pose encore une fois la question, et ça, on va en revenir dans 5 minutes. Donc voilà, ça pose en tout cas la question de la réaction quand même assez lente de la part des équipes de Marvel Studios, parce que quand même l'absence de réaction, même officiellement, ils ont toujours jamais réagi. Hein. Il faut savoir que quand même Jonathan Majors avait fait embaucher Jabari sur le tournage de Ant-Man and the Wasp Quantumania, parce qu'elle est coach corporelle. C'est elle en fait qui aide les mecs à la préparation physique et à en fait être en meilleure maîtrise de leur corps pour les mouvements, etc. Donc déjà en fait elle a été employée de Marvel Studios en parallèle d'un moment donné où si ce qui s'est passé en septembre dernier pendant le tournage de Loki saison 2 s'avère être vrai, en fait, entre Loki et la sortie de Ant-Man and the Wasp Quantumania, tout ça en fait est arrivé sous le nez et à la barbe de Marvel Studios. Je peux très bien comprendre effectivement qu'eux-mêmes n'avaient pas tous ces éléments-là en main, mais là, il va falloir prendre une décision à un moment donné. Et à mon avis, la décision, enfin, on ne sait pas. Hein, encore une fois, il y a une enquête de police. Même au Royaume-Uni, l'enquête n'a pas encore été concluante. Donc, il faut voir comment ça va se jouer. Mais quand tu lis effectivement les pièces à conviction qu'a déposé le procureur, et il les dépose officiellement. Hein, c'est pas juste genre j'en ai parlé dans la presse. C'est des pièces qui sont déposées devant un juge. C'est un truc très sérieux, un truc qui peut éventuellement avoir une influence sur la vie de Jonathan Majors. Donc là, ça commence à sentir un peu le roussi. Surtout que même, comme tu dis, si jamais il est déclaré innocent, c'est possible. Hein, tu sais, un vice de procédure, on n'a pas assez d'éléments à charge, ou alors il dit qu'il le fera plus. Tu vois, ce genre de choses. Ça veut pas forcément dire qu'il est innocent. Hein. Donc c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'attends de voir comment ils vont réagir. Je serais pas contre du tout qu'on oublie le plan le conquérant à la limite. Parce qu'apparemment, il se posait aussi la question de basculer vers un autre vilain comme Doctor Doom. Ça, par contre, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Fantastic Four, il tombe juste avant Secret Wars. Ouais, mais vu que t'as déjà installé, je sais pas, on en reparlera sûrement dans 2 semaines quand Loki sera terminé, mais il y a beaucoup d'éléments qu'il installait. Je veux dire que là, c'est beaucoup plus simple à partir du moment où la grève est finie, c'est beaucoup plus simple juste de recaster. Enfin, il y a plein d'acteurs talentueux qui peuvent reprendre ce rôle. Et pour le coup, moi, en plus, d'un point de vue très personnel, je serais bien content que Majors quitte le rôle parce que je le trouve absolument abominable dans tout ce qu'il fait. Hein. Tu vois, je t'avais dit dans la saison 1 de Loki que je le supportais pas, j'avais raison finalement. Ouais, mais c'était moins dans la saison 1, franchement, c'est peanuts par rapport à ce qu'il fait dans Ant-Man 3 et dans Loki saison 2. J'ai pas encore rattrapé. Ah, saison 2, c'est insupportable. Le Victor Timely, mais il est horrible, nul.
Nul, quoi. Vraiment, ah non, je peux pas, quoi. Et j'ai honnêtement du mal à comprendre qu'il y en a qui apprécient vraiment ça en tant que performance d'acteur. Mais après, voilà, chacun apprécie comme il le peut. Mais vraiment, moi, ça m'irait très bien qu'il soit recasté. À mon sens, il aurait dû être recasté de toute façon, juste sur le principe que c'est pas un bon, enfin, qu'il joue pas bien. Ou alors qu'il y a un sérieux problème avec la direction. Je sais pas, mais voilà, comme il n'y a pas de showrunner, comme il n'y a pas de direction de casting, enfin, c'est pas voilà. d'acting. S'il faut voilà. virer les mecs qui sont mauvais chez Marvel Studios, ça devient plus pratique. Mais justement, voilà. Jeremy Renner. Enfin, c'est un truc qui tombe dans un papier de Variety plus généralisé qui dit, bon, en septembre, ils ont fait leur retraite annuelle. D'habitude, c'était toujours la fête, le champagne, la coke et voilà. Les meilleurs, ouais. Sauf que là, apparemment, l'ambiance, voilà, elle est très maussade parce que on a un problème chez Marvel, c'est que la marque, l'image même de la marque, bah, elle est en train de se casser la gueule, quoi. Ça, en 2023, la fatigue des super-héros, elle est réelle. Autant tous les papiers qui en parlaient lors de du pic MCU era encore en 2018-2019, voire même 2020, étaient dans le tort parce que avant en tout cas la crise du Covid, clairement, la marque a été très forte, quoi. Et les gens, ils y retournaient. On le disait, on l'a dit. Je veux dire, il y a plein de podcasts, je pense, qui témoignent de ce qu'on disait à l'époque. On disait, ben non, la fatigue, elle n'existe pas parce que Captain Marvel, qui effectivement est pas le meilleur film de l'histoire des films de super-héros, faisait le milliard quand même, tu vois. Et que après, voilà, t'as les Avengers qui ont fait leur score complètement improbable. Même au final, c'est vrai que Spider-Man No Way Home montrait que la fatigue n'était pas complètement terminée. Ou alors c'était de façon artificielle. Pour moi, c'est différent. Ouais, je suis même pas sûr que ce soit le même public. Ouais. Enfin, si, c'est le même public parce que tous les gens vont voir c'est une partie du même public, mais pour des motifs très différents. C'est vraiment. Ouais, c'est vrai. Spider-Man, ça m'a élevé et tout. Mais en tout cas, en 2023, Ant-Man and the Wasp fait moins de 500 millions de dollars au box-office, ce qui, pour Marvel Studios, à leur échelle, c'est un bide, clairement, c'est problématique. Secret Invasion, un four, personne n'en parle, c'est nul, énorme. Et un budget énorme. Et en fait, t'as une accumulation, je veux dire, sur les dernières années, je veux dire, il y a eu plein de problèmes sur pas mal de séries, sur les VFX, sur la qualité des produits. Et le rendement, combien ça leur coûte, parce que ça leur rapporte au sein des abonnés Disney+. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas d'offre premium sur Disney+. Enfin, ils mettent 200 millions par série. Mais c'est un non-sens industriel, mais total. J'arrête pas de dire industriel aujourd'hui. C'est un non-sens économique total. Et à côté de ça, il y a aussi la crise chez Disney. Ils ont besoin de rassurer les actionnaires, ils ont besoin de rentabiliser, de rationaliser. Bah, Marvel Studios, ils ont plus chéquier illimité, donc il faut qu'ils commencent à faire des choix, quoi. Et effectivement, comme quand tu vois justement que Ant-Man 3, qui est censé être le film qui amorce le nouveau grand vilain, est censé relancer l'excitation, ouais, c'est ça. Voilà, le vilain ne prend pas, manifestement, le film est très mal reçu. Ils ont viré Victoria Alonso pour avoir une sorte de fusible à de soupape, hein. Voilà, c'était juste, le film n'a pas marché. Les gens ont dit que c'était la faute des FX. Rien à voir avec l'écriture, vous inquiétez pas. C'est la faute des FX. Bon, bah, virons la présidente des FX. Et en fait, ça n'a pas calmé grand monde. Et après, la série Secret Invasion sort effectivement dans l'animal plus total. Alors qu'elle a coûté 200 millions. Et je pense que là, en plus, ils voient les forecasts pour The Marvels. En plus, ils sont déjà en train de brosser une sorte de narratif en mode Nia DaCosta n'a pas fini la post-prod, etc., ce qui est pour moi absolument dégueulasse. Mais c'est pas déconnant dans le sens où, à partir du moment où tu sais que c'est Kevin Feige, au final, qui a le dernier mot, ce que Nia DaCosta se soit barré s'occuper d'un film qui lui tient plus à cœur parce que de toute façon elle a bien vu qu'on lui laisserait pas avoir la dernière décision. Je veux dire, quand James Gunn il s'est barré pour faire Peacemaker, on lui a pas dit ah non gros tu finis les gardiens d'abord. Enfin c'est juste non. Je pense que James Gunn a un pouvoir décisionnel plus important que Nia DaCosta. Je pense qu'ils punissent un peu DaCosta qui avait dit dans la presse que quand tu fais un film dans les studios, tu fais un film de Kevin Feige et qu'elle avait fait ce qu'elle avait pu pour donner de l'identité au film. Mais maintenant c'est vrai, mais en plus on le sait. Enfin c'est comme quand à part pour James Gunn, c'est quand même bien vrai cette histoire. Comment le scénariste de ça, Jeff Loveness. Voilà, Jeff Loveness. C'est comme quand Jeff Loveness il avait sorti un papier une interview dans Variety où il avait dit bah non, moi je trouvais que Kang était bien écrit et que MODOK il était rigolo. Et t'as envie de dire mais en fait t'as vraiment l'impression d'un navire qui coule et personne n'arrête de comprendre pourquoi, d'où vient l'iceberg. Et donc, pourtant il a une casquette. On en arrive à leur solution miracle. Ah, l'hypothèse de faire revenir les Avengers. Voilà, les premiers Avengers. Les premiers Avengers. Après, c'est vraiment, c'est très spéculatif, donc, très clairement, je pense que ça n'arrivera pas. Non, je vois pas pourquoi ça arrive. Secret Wars, éventuellement. Non, mais même dans Secret Wars, à mon avis. Et même franchement. Ils en auront un, je pense. Moi, plus ça avance, plus j'ai envie de dire que Avengers Secret Wars va changer de titre ou n'aura pas lieu, en fait, tu vois. Parce que ça peut pas, c'est sur une logique de fonctionnement, en fait, qui montre déjà ses failles et fait que ça doit arriver en 2026, 2027. L'état du monde, il va être tellement différent encore là. À mon avis, mais bon, je peux me tromper. Alors, c'est pas faux, mais je tiens quand même à dire un truc. S'ils font Secret Wars, ce serait bizarre qu'ils ne ramènent pas Tony Stark
ou Steve Rogers, parce que, mais regarde, quand ils ont fait Doctor Strange et The Multiverse of Madness, quand ils ont ramené Patrick Stewart, ils ont bien laissé le temps pour que les gens applaudissent et compagnie. Les films de super-héros, c'est souvent comme ça, tu vois. Non, mais ce petit caméo du passé qui revient. Oui, mais c'est la logique nostalgique débile de ce moment, mais à mon avis, elle va passer. Parce qu'elle devient déjà rincée, ça devient déjà rincé. Enfin, là, les comptes à la con de Twitter qui sont tous là à dire, il y aura ce caméo-là, mais ça. Mais tu le vois quand même que ça commence à exciter de moins en moins de gens, parce que qui a envie de voir Ian McKellen dans Secret Wars? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Vraiment, ça excite, mais vraiment, sincèrement, ça fait bander qui? Je sais pas. J'espère qu'il sera encore en vie d'ici là, surtout. Mais... Ouais, non, mais déjà de ça. En plus, je crois que un des tweets de l'Insecond disait s'il est encore en vie, il sera dedans. Mais genre, mais putain, mais relisez-vous avant de poster vos merdes, quoi. Vraiment, tu vois. Et vraiment, mais ça devient morbide, vraiment, de se regarder dans le passé en boucle comme ça sur des trucs qui ont, là, de dire, ouais, il y aura de nouveau Toubey et Andrew Mark. Mais vas-y, mais, arrêtez de vous regarder le nombril comme ça. Tellement vous avez. Ce qui est rigolo, en fait, c'est que dans le papier de Variety, en fait, tu vois qu'évidemment, ils ont absolument aucune conscience du facteur qualité, en fait. Il y en a aucun qui s'est dit, mais attends, c'est trop. Ant-Man 3, c'était pas un bon film. On n'aurait pas dû filer un budget avec un budget pareil à Peyton Reed qui avait fait juste 2 petits films qui étaient Ant-Man 1 et 2, qu'on peut apprécier pour les raisons qu'on veut, hein, mais c'était des petits films. Il n'y avait pas la même échelle de budget, de fond vert et tout. Personne s'est posé cette question. La personne s'est dit, mais attends, Kevin Feige, c'est pas lui qui réalise. À un moment donné, il faut quand même qu'il prenne des gens qui savent filmer. Et surtout, t'as un analyste de Wall Street qui est le seul à parler de qualité, qui est le seul à dire Kevin Feige, ils ont trop de projets à la fois depuis qu'il y a les séries Disney+. Et en fait, plus vous produisez de trucs avec un seul capitaine, plus la qualité va baisser. Et en fait, c'est le seul mec, avec un mec de Wall Street, c'est même pas un critique d'art, hein, qui en fait s'aperçoit de ce problème-là. Depuis qu'ils ont lancé Disney+, t'as toujours un seul capitaine, t'as toujours un seul mec qui contrôle fric, qui veut tout gérer tout seul, avec Desposito et Nick Moore. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, il peut pas être partout à la fois. Ouais, c'est ça, c'est T'avais même des mecs qui disaient que la raison pour laquelle Doctor Strange et The Multiverse of Madness était plus réussi. C'est parce que Sam Raimi avait eu plus de main. Voilà, c'est qu'en fait, Feige était occupé à superviser d'autres trucs et du coup, et puis Guardians 3 aussi. Bah oui, parce que James Gunn, il a justement contrôle créatif. Et puis, parce que bon, pour le coup, il a écrit les trucs, il s'occupe un peu de tout. Mais ça, justement, c'est pareil, la présence de Guardians 3 qui a beaucoup mieux marché alors qu'il est sorti après Ant-Man and the Wasp. Donc tu pourrais te dire, bah du coup la courbe ferait que si les gens sont fatigués des super-héros, ils n'auraient pas non plus été voir ce film-là. Ouais. Quelle est la différence entre les deux? Il y en a un qui est bien. C'est très bête, par un metteur en scène avec un scénariste, et pas par un faiseur en fait. Et donc ça sert à rien de ramener Tony Stark et Steve Rogers. Il faut juste engager des gens en fait qui savent. Parce que je me suis interrompu en disant que voilà, moi je ne vois pas du tout la chose se faire. Mais dans l'état, l'idée même qu'ils aient pu discuter d'avoir cette idée, enfin juste que cette idée soit tombée dans leur conversation, en dit à mon sens très long sur la mentalité et le côté un peu, j'ai pas envie, c'est pas la mort, Marvel Studios va pas disparaître en 2 ans, ils seront toujours là dans 10 ans, tu vois. Mais je pense que l'état d'esprit général de cette réunion, ouais, ça devait vraiment pas être au beau fixe s'ils en sont à se dire, bah en fait, c'est les deux. C'est l'idée de dire on va ramener les Avengers en fait parce que en fait ce serait notre roue de secours machin. Et après t'as l'autre idée qui est ce que tu rejoins plus inquiétante, de se dire putain, mais la seule idée qu'ils ont eue ce serait de se dire ça, ouais, au lieu de se dire d'abord on va ramener des vrais scénaristes. Ou l'idée en fait parce que je me rappelle de discussions qu'on avait, tu sais, à chaque fois quand on disait ouais, pour Black Widow, ils ont pris Kate Shortland, elle a fait Berlin Syndrome avant, hyper bien machin. Donc moyen que ce soit un bon frère machin, tout ça. Nia DaCosta pareil, ouais, petite meuf qui a fait de l'indé, qui a fait la relance de Candyman, moyen aussi, tu vois. En fait non, ils ont juste pris, même Chloé Zhao, tu vois, en fait ils ont juste pris des gens de l'indé parce qu'ils sont plus faciles à maîtriser, Zhao, tu vois. C'est un exemple qui est criant en fait, parce qu'on voit qu'il y a des trucs à elle dans le film. On a été naïf là-dessus, tu vois. Et en fait malheureusement on voit aussi qu'il y a pas, c'est ce qu'on avait dit, c'est une bête à 2 têtes en fait, The Eternals. On voit sa partie à elle, on voit toute la partie qui est envahie par le plan Marvel Studios. D'ailleurs, c'est même pas forcément vrai, parce qu'en fait, c'est la méthode Marvel Studios qui a envahi, parce qu'en fait, le plan lui-même, le film, il sert à rien dans la continuité. Hein. Pour l'instant. On n'a même pas juste évoqué l'idée qu'il y avait une main qui sortait de la Terre depuis 3 ans. Ouais. Pardon, je m'énerve. Ça a été évoqué aux infos dans She-Hulk quand même. Voilà. Ryan Coogler, même qui a réussi à pas réussir à faire Black Panther 2, et Taika Waititi, qui a juste complètement détruit ce qu'il avait fait avec Ragnarok. C'est quand même les mecs qui avaient réussi à s'accorder avec le modèle Marvel. Feige, il est tellement plus là, en fait, où il arrive plus. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il arrive même plus à cadrer ses équipes. Taika Waititi, ce qu'il a fait avec Ragnarok, pour moi, encore une fois, non, avec Love and Thunder, pardon, ouais.
c'est clairement un truc que tu ne sors pas, en fait. C'est une aberration, ce film. Il est boursouflé, il y a trop de gags, il y a trop d'improvisation, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'effets spéciaux. Enfin, il est très mauvais. C'est pas, ouais, c'est même pas C'est pas un truc que tu sors quand comme Kevin Feige se vante de l'être, le roi de la post-prod, le roi du reshoot, le roi de la finition, que tu vas faire des films qui ont aucun sens, mais en post-prod, tu réassembles tout pour qu'il y ait un truc qui soit à minima cohérent. Et ça, justement, il n'y arrive plus. Alors, moi, depuis des années, je le dis, je le répète, il serait peut-être temps que Kevin Feige monte un grade chez Disney. Il a mérité ses galons de président de studio à une autre échelle, de vice-président, de vice-chairman, ce que vous voulez. Il a rapporté des dizaines de milliards. Maintenant, place aux jeunes, nommer une nouvelle équipe, nommer de nouvelles personnes, un story group, comme sur Star Wars, un story group de gens qui vont gérer Marvel Studios, déjà pas avec un seul capitaine, mais avec des gens qui ont envie de raconter des histoires, parce que si tu regardes bien les efforts, ils les ont faits, en fait, dans la phase 4, il y avait plein de nouveaux personnages qui ont été lancés, avec des directions qui se voulaient être différentes. On va prendre Shang-Chi, pour Shang-Chi, ça va nous tirer vers le film de Kung Fu. On va prendre Eternals, ça va nous tirer vers un film plus essentialiste, plus naturaliste, plus qu'est-ce que la Terre, qu'est-ce que les dieux, etc. On va faire Black Widow, on va un petit peu clore cette partie-là et faire un film d'espionnage. Donc il y avait plein de directions qui ont été lancées, et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'était à chaque fois le même film, avec la même structure. Donc, il y a visiblement un problème dans la façon dont ces films sont réfléchis, gouvernés, pensés. Et c'est pas juste une question de est-ce que les personnages prennent ou ne prennent pas. Quand Crazy Rich Asians il sort aux États-Unis, les acteurs du film ne sont pas connus du tout. Enfin, ils sont pas connus du grand public, quoi. C'est quand même assez étrange que Shang-Chi a eu si peu d'échos ou d'échos positifs, alors qu'il avait Tony Leung, alors que c'était la suite plus ou moins de Iron Man 3, alors que c'est un film de kung-fu, c'est un genre ultra populaire aux États-Unis, en Europe. Je veux dire, Ip Man 4, quand il sort, même s'il a pas fait des chiffres astronomiques, les gens ensuite l'ont loué, l'ont téléchargé, et les gens ont kiffé. Tu vois, enfin, il y a encore plein de productions comme ça. Comme tu dis, même les John Wick, c'est des films de baston. Alors, c'est des films de tuerie, mais c'est des films de baston. C'est quand même étrange qu'on se réfère plutôt au John Wick, alors que c'est un mec humain qui tire des flingues, qu'à Black Widow, alors que c'est dans un univers où justement il y aurait moyen de s'amuser avec les chorégraphies. Et personnellement, en fait, tout ça, c'est ouf. Tout ça, c'est même plus une question de fatigue, c'est une question de c'est nul. C'est du gâchis. Point. Vous ne savez plus faire des films qui sont enthousiasmants ou des séries enthousiasmantes. C'est comme l'article qui rapportait aussi le budget des épisodes de She-Hulk. Mais mon Dieu, 25 millions par épisode, vraiment. C'est plus qu'un final de Game of Thrones, il disait. Attends, mais il y a des épisodes de She-Hulk où c'est juste elle dans son bureau, quoi. Enfin, je veux pas être méchant, mais il est où le pognon? Où est le pognon? Il est pas dans le physique de She-Hulk quand même, parce que. Mais c'est ça, en fait, non, mais pardon, oui, en fait, ce que tu t'aperçois aussi dans leur process et de ce que tu comprends mieux maintenant, c'est qu'en fait, le budget, en fait, il faudrait différencier le budget de ce qui a été investi dans la production de matériel et le budget alloué au matériel qui est resté et que l'on voit. Et en fait, si ça coûte 25 millions par épisode, mais c'est peut-être facilement parce que t'en as 15 en fait qui ont été investis dans du matériel qui n'a pas été utilisé au final, tu vois, parce qu'ils ont changé en cours de route, parce que il fallait faire une autre séquence, et ça on le sait, tu sais, qu'ils changent aux dernières minutes. En fait, t'as plein de trucs qui sont tournés ou qui sont animés mais qui ne sont pas utilisés, qui sont animés qu'à moitié, puisqu'en fait en cours de route le gars veut dire en fait on va changer massin. Et donc en fait je pense vraiment que t'as un budget réel, le budget de production réel, donc c'est 25 millions par épisode, mais le budget de production de trucs utilisés au final, ça se trouve c'est 10 millions, tu vois, c'est moitié moins. C'est un truc de fou. Et j'en serais pas surpris. Il y a pas de showrunner. Voilà. Mais parce que c'est ça, mais parce que t'as il y a pas de projet en fait. Parce que t'as une façon de fonctionner en fait qui a marché en tout cas pendant 10 ans. Et peut-être que t'as l'impression qu'en fait c'est un miracle, ou parce que c'était peut-être plus cadré, mais qu'à partir du moment effectivement post Endgame, il a fallu se réinventer, il a fallu s'écarter en fait du fil rouge de Thanos, et qu'il a fallu vraiment développer des tout nouveaux trucs, il y a quelque chose qui a coincé. Alors on l'a attendu, la révolution artistique. Rappelle-toi, moi Eternals, j'étais chaud, j'avais dit Jao va faire un truc. Ouais, on y croyait. Et au final, non. Pareil pour les séries. Les séries, on a vite déchanté après Loki. On a Vision et Loki, on est en mode genre, c'est effectivement, il y a une tentative de faire un truc un peu différent. Même Falcon et Winter Soldier, moi j'étais relativement ok, tu vois. Pour le coup, moi c'est du Winter Soldier. Oui, non, mais je sais, mais voilà. Mais voilà, enfin, et honnêtement, en fait, à un moment donné, il suffit plus même la diversité ne suffit plus parce que tout Hollywood s'est mis dans cette course-là. À une époque, c'était révolutionnaire de faire Black Panther, ça ne l'est plus aujourd'hui. C'était révolutionnaire de faire Captain Marvel, ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le public, il a des séries télé et des films avec des héroïnes régulièrement, dans des genres variés, et avec des films qui sont meilleurs. Et là, moi, je vois en fait cet été, particulièrement, quand Oppenheimer tape près du milliard, alors on peut
contester les chiffres, on peut dire, il y a eu beaucoup de gens qui ont été le voir plusieurs fois, c'est vrai. Des gens qui ont été le voir en 70 mm, ça coûte plus cher, c'est vrai. En IMAX, machin, ça coûte plus cher, c'est vrai. Donc évidemment, la part réelle, elle est ce qu'elle est. Mais Barbie, Oui, après, si vous voulez voilà. pas le faire, il sera pas allé le voir non plus. Barbie, voilà un film avec une héroïne qui aborde des thématiques qui sont tournées vers la femme moderne, entre guillemets, sans vouloir être caricatural. Quand The Marvel sort derrière, forcément, il fait un peu fade. Tu vois, enfin, je veux dire, le film Barbie, c'est une comédie grand public avec des restas d'Hollywood, et toutes les restas sont là. C'est ultra coloré, c'est musical. Et après, on te fait The Marvels, on te dit, regarde, t'as vu, nous, on a aussi des héroïnes. Tu dis, ouais, mais c'est encore un film de science-fiction qui a l'air un peu pété, quoi. Et, enfin, même des trucs à la Deadpool et tout, qui, justement, paraissaient un peu nouveaux. On a un retour de la comédie un peu absurde. On a eu Bottoms récemment, qui était super délirant et tout. C'est pas très connu, on est d'accord. Mais la niche des gens qui allaient vers Marvel pour la comédie, même eux, ils commencent un peu à tirer la langue, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste, en fait? Bah, il leur reste la nostalgie. Il leur reste se rappeler de la période où c'était eux les meilleurs. Enfin, où c'était les meilleurs, où c'était ceux qui vendaient le mieux. Ouais. Et, Mais genre non, en fait. ah ouais, non, ouais. Ça... Alors, il parle aussi du film Blade, qui, du coup, aurait son budget revu de moitié, un truc beaucoup Oui, plus... oui, tout à fait. Alors, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, à mon sens. Bah, moins de budget, moins de risques, plus de liberté, hein. Franchement, Voilà. l'équation, elle est... C'est ça. Et en fait, je pense elle est connue, hein. je pense que là-dessus, Feige commence un peu à baisser les bras. Blade, ça devait être une série télé au départ, de mémoire? Non. Ah Non, bon toujours un film. un Le film. reboot, c'est toujours un film. Mais ouais. du coup, bref, le projet a été architecturé autour de Mahershala Ali, qui est donc un grand acteur, hein, qui a des Oscars et tout, qui a bien voulu faire venir Blade parce que bah, c'est un fan de Blade, c'est un mec qui est militant, engagé pour justement la présence afro-américaine. Et c'est vrai qu'avant Black Panther, le vrai premier super-héros noir, c'était Blade, hein, au cinéma. Oui. Exception faite des films de la Blaxploitation et compagnie. Et t'avais Steel aussi. Mais... Bien sûr, tout à fait, évidemment. Et Spawn. Mais bon. Spawn. Techniquement, ouais. Et puis voilà, aussi Mahershala Ali, on l'avait vu, quand il est venu faire Luke Cage. De toute façon, les meilleurs épisodes de Luke Cage, c'est ceux avec Mahershala Ali, c'est les 7 premiers épisodes. N'allez pas plus loin si vous voulez mater Luke Cage, matez juste à la mort de Cottonmouth et c'est fini. Voilà, ça s'arrête très bien, c'est comme ça. Et donc il est venu juste pour ça. On avait embauché Bassam Tariq et plusieurs scripts sont passés. Et en fait, bah, Mahershala Ali n'était pas content. Parce que voilà, on avait mis entre les mains du projet le scénariste de Moon Knight. Donc mécaniquement, Mahershala Ali n'allait pas être content. Donc après, on a embauché un autre metteur en scène. Puis après, lui, il a fait venir Nick Pizzolatto peu de temps, donc le mec de True Detective, et qui est un pote de Mahershala Ali, peu de temps avant la grève des scénaristes. Et a priori, pendant la grève des scénaristes, le projet a été revu à la baisse parce que tellement décalé, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on en parle, qu'on parle concrètement de la pré-production du film Blade. Depuis 2 ans et demi, le projet n'a pas avancé. C'est toujours pas prévu pour un tournage. En termes de casting, on a juste Mahershala Ali, Mia Goth. C'est tout. C'est quand même assez curieux. On sait même pas si Wesley Snipes va revenir, alors qu'il était en discussion à un moment donné. Et on sait même pas s'il est encore producteur exécutif dessus, alors que c'était en discussion à un moment donné. Et donc, effectivement, ce qui se dit, c'est que... Alors, c'est formulé curieusement, parce que Variety dit que Marvel pull the plug. Ça, grosso modo, en anglais, ça signifie qu'ils arrêtent les frais. Alors là, en l'occurrence, c'est au sens propre, parce que du coup, ils ont coupé le budget de moitié. Mais ça signifie aussi peut-être qu'ils sont en train de revoir leur modèle de production, parce que t'as pas besoin de 200 millions pour faire un film Blade. Non. Les films Blade, les 2 premiers n'ont pas 200 millions de budget, et ils sont très bien, les 2. Le 3e, limite, je crois que c'est celui qui a le plus de pognon, et c'est le moins bien, en fait. Bah, il est nul. Ouais. Avec, c'est Ryan Reynolds qui l'avait filmé, je crois. Non, c'était non, mais il joue David dedans. Goyer, ouais. Et donc voilà, c'est effectivement une bonne nouvelle, dans le sens où, comme on n'arrête pas de le dire depuis des années, Birds of Prey avait un budget qui était réduit, et t'as des vannes plus sous la ceinture, et t'as plus de sang, et t'as plus de Harley qui sniffe de la coke que dans les films normaux. Le film Joker, il a 50 millions de budget, c'est le film le plus libre et le plus créatif. Si on Quoi qu'on en pense, si on fait exception du fait qu'il a repris beaucoup d'idées dans les films de Scorsese. C'est fait exprès, c'est voulu, c'est un hommage, c'est une digestion au présent des films de Scorsese. Il est quand même très différent d'un film de super-héros normal. Je pense que... très hâte du Jack Demi que Oui, sera le Joker tout à 2, fait, quoi. Hein. D'ailleurs, on avait fait des reports là-dessus où justement Warner Bros était pas chaud du tout pour Joker. Ils avaient pris un partenariat avec Ouais, une ils ont boîte. financé qu'à moitié. Voilà, parce qu'ils étaient en mode genre, mais attends, on n'y croit pas du tout. Non, Joker, nous, ce qu'il nous faut, c'est une série Arkham, etc., avec des super vilains, des caméos, Batman et tout. Et a priori, la présence de Batman est même plutôt une commande de Warner Bros. Hein. Enfin, la présence de Batman de Bruce Wayne, ouais. et du meurtre des parents Wayne. Et donc voilà, ça signifie qu'effectivement, s'ils ont moins de budget et quand même qu'ils gardent Mahershala Ali, ce qui est pas sûr encore, hein, ils pourront peut-être aller plus vers le gore, aller plus vers l'horreur, plus un truc Werewolf by Night, en bien fait, si possible, qu'un truc justement façon série Disney+. Et ça, croisé au fait qu'ils vont commencer à revoir leur stratégie sur les séries télé, ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience. Déjà parce que Bob Iger va pas passer toute sa vie à lâcher 600 millions par an pour 3 séries Disney+, qui ne vont pas marcher.
Parce que dans tout ça, on oublie aussi la série Echo. Hein. Juste, la série Echo, c'est l'aveu d'échec le plus constant du truc. J'ai hâte de voir le budget du bordel. Parce que pour une série qui va être lâchée en une prise, avec 6 épisodes dont tout le monde se fout, un personnage dont tout le monde se fout, qui a eu aucun écho, aucun écho dans la série Hawkeye, mais ça, par exemple, mais quel est le malade qui a validé ce projet? Puis... Moi, je veux bien l'inclusion des Premières Nations d'Amérique et des personnages atteints de surdité. Pas de souci. Mais déjà, dans Eternal, c'était mieux fait que ça, par exemple, parce que t'as un personnage qui est atteint de surdité et qui est très bien dans le film. Dans la série Hawkeye, si ce qu'on en a vu est un trailer de la série Echo, qui a envie de voir ça? Les combats étaient moches, son histoire, elle, était résumée, alors que ça aurait dû être le sujet de l'intrigue de la série. Hein. Mon père était tué par le Kingpin, voilà, c'est un bon motif pour lancer une série. Et même Daredevil et Kingpin n'ont été là que pour un épisode. Mais qui a validé ce projet? Je veux savoir. Qui a lâché 150 à 200 millions pour ça, quoi. Donc voilà, en tout cas, il y a une prise de conscience globale. Maintenant, je suis pas persuadé qu'on doive attendre encore beaucoup de choses de Marvel Studios. Ah bah, qui se réveille, si. Moi, j'attends Batman et Robin, j'attends Superman Legacy. Oui, non, mais moi, je suis beaucoup je suis plus confiant, forcément. Mais justement, en général, c'est quand t'es au pied du mur que tu trouves les solutions et que tu te réinventes. Donc, j'espère vraiment, enfin, je suis désolé pour le film de Nia DaCosta. Effectivement, je pense pas que ça va être un grand film. Il y a quand même moyen que ce soit même un très mauvais film. Je pense pas, pour plein de facteurs différents. En tout cas, même si c'est pas mauvais, ou pas aussi mauvais, je pense que ça va se planter. Il n'y a pas trop d'indicateurs positifs, sauf si c'est un excellent film et que le bouche à oreille fait exploser tout ça. Mais à mon avis, voilà, le contexte général sur les films de super-héros, les gadins de Marvel et de Warner cumulés font que, de toute façon, l'appétence pour ce genre de film, en ce moment, elle est en berne. Parce que ceux qui font les règles du jeu, en fait, bah, ont décidé de sortir des trucs pourris successivement, quoi, et de désintéresser tout le monde. Et en parallèle, l'industrie, c'est pas endormi. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, par contre, c'est que si ça se plante, enfin, j'espère que ce sera vraiment enfin, qu'elle a déjà été sonnée en interne, mais que ce sera vraiment le coup de signal pour dire, OK, faut qu'on change quelque chose vraiment, et en fait, on va aussi changer ce qu'on produit. Pas juste, et d'un point de vue du contenu de ce qu'il y a dedans, en fait. C'est-à-dire que, au lieu de se reposer sur notre recette fade, vas-y, en fait, on va ressortir des ingrédients. Et s'il y a un ingrédient qui s'appelle qualité, franchement, ça peut être bien. C'est d'autant plus curieux que quand ils avaient fait Ragnarok et Guardians 1 et 2, ils avaient eu l'air de comprendre qu'en fait, quand ils ont un réalisateur créatif qui est bon en comédie, qui est bon en bariolé, etc., il fallait le dégainer, en fait. Maintenant, il leur reste quoi? Il leur reste Peyton Reed, il leur reste des jeunes réals qui ont tout approuvé, rien à faire chez Marvel, en fait. Ils ont personne, en vrai. Ils ont personne du tout. Et je suis pas forcément d'accord, parce que quand tu dis c'est au pied du mur, oui, dans l'idée, quand Star Wars 9 est sorti, c'est pété la gueule par rapport à ce qui était attendu d'un film Star Wars, et que toute leur décision on va prendre l'inverse de ce qu'a fait Rian Johnson, parce que ça a énervé 4 trous du cul sur Internet, qui parlent beaucoup trop fort, et qui font des pétitions, comme à chaque fois. On va prendre l'inverse, on va ramener Abrams, on va ramener la formule classique, l'hommage au classique, etc., etc. Le film n'a pas marché. Il n'y a pas eu de film Star Wars depuis. Disney peuvent être très, c'est quand ça marche plus, bah, la licence, on va la mettre en pause. On va faire que des séries Disney+, genre 1 ou 2 par an. Là, tu vois, il y en a quasiment que 1,5 qui est bonne, en plus. Depuis, on a eu quoi? On a eu Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan, Andor et Ahsoka, et les nouvelles trilogies de films Star Wars. Finito. Enfin, il y en a pas qui sont commandés. Il y a rien qui a l'air d'être fait. Il y en a plein qui ont été mis en développement. Ouais. Il y a plein de projets de films en développement et qui ont été annulés ensuite. Voilà, comme s'ils étaient traumatisés par la peur de ne pas savoir quoi faire. Ça coûte cher. Hein. Et chez Disney, c'est un peu ça. Moi, et autant, je veux dire, si un jour ils arrêtent la machine, est-ce qu'on est sûr qu'ils auront pas la trouille de la relancer derrière, tu vois? Après, si c'est le cas, ben, qu'ils aillent se faire foutre, hein, j'ai envie de dire. S'ils ont pas les couilles d'investir correctement et de faire des bons trucs parce qu'ils ont peur que, enfin, je sais pas, c'est sûrement beaucoup trop naïf, mais de dire quand même que c'est les rois du pétrole. Enfin, ils ont les moyens de faire des trucs sûrement incroyables parce qu'ils ont clairement la machine, en fait, pour que leur production soit diffusée massivement. Et ils ont quand même un spectre d'imaginaire, quand même, des univers que si tu les mets entre les mains de personnes motivées et créatives et que tu les laisses faire,
mais je pense qu'il y a des merveilles qui peuvent en sortir. Bah ouais. Enfin, c'est très con, la mais je veux dire. Girl, elle est vachement cool, par exemple. On a laissé Laurent Fishburne et ses équipes travailler. Spider-Verse, hein. Il y a la série Spider-Man qui arrive, la série X-Men 97 qui arrive. Tu vois, il y a ces plans-là. Je dirais même à la con. Enfin, même Guardian, c'est hyper bien, en fait. Au final, quand tu regardes le truc, c'est quand même vachement bien ce qui en a été fait parce qu'ils ont laissé. Je me demande si c'est pas un peu une anomalie, en fait. Non, mais complètement. Je veux dire que tout n'est pas parfait, mais le premier Black Panther de Ryan Coogler, t'as quand même quelques passages qui étaient ultra iconiques. T'avais quand même des belles inspirations. T'avais des bons trucs qui en ressortaient. Les costumes, la musique. Et en vrai, et même sur le côté blockbuster mainstream, j'ai envie de dire que t'avais quand même un sentiment avec Infinity War et Endgame, plus Infinity War pour moi, de dire que tu peux faire du bon blockbuster de comic book vraiment de l'event, quoi. Ouais. Et à côté de ça, effectivement, pourquoi Black Widow n'a pas été un vrai thriller d'espionnage? Pourquoi Shang-Chi, ça n'a pas été un vrai délire de kung-fu hyper inspiré du cinéma asiatique, vraiment, au lieu d'en être une sorte de patchwork fadasse, tu vois. Pourquoi Eternal, ça n'a pas été un vrai délire naturaliste et de réflexion sur l'humanité? Bah, ça a essayé, mais ça mais c'est ouf, tu dis vraiment. Et à côté, t'as quand même The Batman, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est quand même une vraie proposition de polar ultra chiadé. Juste au niveau de la photo, ça a une photo, contrairement au film Marvel déjà. Donc c'est pas compliqué. Au niveau de la musique quand même de Giacchino, bordel de merde. Donc c'est pas compliqué d'en fait d'avoir quand même une réelle proposition de gens qui ont quelque chose à dire sur ces personnages plutôt que d'en faire un truc où c'est vrai que Thor, quand il repense, mais tu te dis mais putain, ce truc a été validé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont regardé en salle de montage. T'as Kevin qui est venu avec sa casquette et tout, il a regardé tout, il a fait ouais, c'est bon, allez, ça part en prod, les gars. Et puis c'est pas en vase clos, parce qu'en face t'as aussi, il faut se rappeler, Black Adam qui était pas bien, Shazam 2 qui était pas bien. Oui. Wonder Woman 84, The Flash, Blue Beetle. Cette fatigue, en fait. C'est pas juste. Quoi. Parce que Marvel, ils sont pas les seuls responsables. Warner, ils ont fait n'importe quoi. Oui, et puis Sony Pictures. Ça fragilise l'idée du film de super-héros. Oui, et puis Sony Pictures, on a beau se moquer en disant, c'est de la merde, tout ça. Mais je veux dire que Venom 2 et Morbius à la suite aussi, ça reste aussi des studios qui participent à construire cette image le cinéma de super-héros, c'est de la merde. Bah ouais. C'est juste un truc, dont on de devenir une blague pour Morbius, hein. C'est littéralement un film blague. Ouais. Tout le monde s'est foutu de la gueule de ce film, ça a fait des milliers. Dire ça, et ça annonce après le même studio qui annonce des El Muerto, mais putain. Ouais. Bon, celui-là, il aura pas lieu, de toute façon. Non, mais voilà, enfin bref. Donc, croisons les doigts. Allez. Voilà. De toute façon, franchement, Why Do We Fall, hein, c'est que quand on tombe qu'on peut se relever. Donc là, clairement, il faut qu'il tombe. La planète des singes revient. Il faut qu'il se relève. Par la suite, c'est tout ce que l'on souhaite, que ce soit pour les écrans, parce que pareil, hein, s'il y a une appétence, s'il y a une qualité, que ça fait venir les gens, forcément, le ruissellement, il existe, quoi. Ouais, même si ça n'a pas été l'explosion, on le sait. Par contre, il y a eu des preuves chiffrées à l'appui que les succès de Avengers et l'élan créé par Man of Steel à l'époque, ça a eu des retombées sur tous les comics de super-héros aussi, que ça se vendait quand même. Sur le départ du Urban Comics, tout ça, il y a plein de choses qui se sont vendues. Invincible, Umbrella Academy, même Lock and Key, quand t'as des séries qui fonctionnent vraiment parce qu'elles sont appréciées par le public, ça entraîne des ventes, quoi. Donc en fait, c'est pas systématique. Mais déjà, juste si on arrive à avoir l'attrait d'un grand public sur ces œuvres-là, sur ces adaptations, peut-être qu'on va quand même avoir un petit peu, au moins une considération sur les comics de sa part. Avant même de parler des comics, moi je tiens vraiment à rappeler, The Batman c'est un bon film, il a bien marché. Spider-Verse c'est un bon film, il a bien marché. Guardian c'est un bon film, Guardians 3, il a bien marché. Oui, mais Venom c'est un mauvais film, il a bien marché aussi. Mais c'est différent. Les gens vont le voir au second degré, Venom. On y revient encore une fois, c'est le Fast and Furious des films de super-héros. Les gens savent très bien que ça va être gogol. Ils y vont parce que c'est gogol. C'est encore différent. Alors que Marvel a jamais vendu du gogol volontaire. Marvel vend de la comédie, pas drôle, c'est pas pareil. Et donc ça prouve bien quand même que quand les films sont bons, les gens s'y intéressent. C'est pas, encore une fois, juste une fatigue aveugle de j'aime plus les super-héros. Si demain The Marvels était un film qui était incroyable, il y aurait un bon bouche à oreille, c'est tout. Enfin, je veux dire, qui s'intéressait à Robert J. Oppenheimer avant que ce soit un bon film, tu vois. Enfin, c'est plein de gens en vérité, un mauvais exemple. Mais je veux dire, voilà, c'est pas genre une fatalité. Et c'est pour ça que nous, on attend impatiemment l'univers de James Gunn. Parce qu'on sait qu'a priori, les films seront bons. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut arrêter juste de courir après la formule. Parce que la formule, en ne se répétant pas, la formule s'érode. Et les lumières s'éteignent. Voilà.
Eh bien, on en a terminé pour ce podcast. En tout cas, le standard, les 2 heures, voilà, on ne change pas. Un front page, c'est quand même une formule qui marche. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir à l'ensemble des sujets abordés dans cette émission. Vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux et sur notre site www.first-print.fr. On vous a déjà fait le live sur les partages et le Tipeee, donc on ne vous le refait pas, mais pensez-y, c'est important. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à tout bientôt pour la suite de nos émissions. Ciao. Ciao.